Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de... J'ai fait un 4, mais c'est un 5. 5e épisode de Scotch et Domination mondiale. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet excessivement pertinent, peu importe c'est quoi ton type d'entreprise, peu importe qu'est-ce que tu vends, faut que tu vendes quelque chose, right? Donc, soit que tu peux aller cogner aux portes, tu peux décider d'essayer de vendre au monde à la bonne vieille franquette, mais tu peux également essayer de créer un site web, d'avoir une liste de diffusion, de publier sur les médias sociaux et pour essayer de vendre en masse à plusieurs personnes en même temps. Et pour parler de ce sujet, j'ai nul autre que Alexandra Martel en studio avec moi. Salut. Vraiment content que tu aies pu te déplacer pour enregistrer ce podcast-là ensemble. Tu connais le concept. Scotch et domination mondiale, on prend du scotch, on parle de domination mondiale et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va briser cette règle. On va briser cette règle parce qu'on n'aura pas de scotch. Ouais, c'est terrible. Je m'excuse, mais dans le fond, je pense que tu vas être content parce qu'il s'agit du Diplomatico Reserva Exclusiva qui a gagné un prix. Pour ça, je l'ai pris d'ailleurs s'il avait gagné un prix. On va parler d'écriture comme persuasive. La petite étiquette qui a de l'air authentique, ça m'a vraiment vendu. Dans le fond, on a fait une rencontre spéciale avec la tranchée, une rencontre secrète. La semaine passée, tu étais venu. Absolument. Est-ce que tu avais aimé ça? Beaucoup. Un peu trop. Et dans cette rencontre-là, j'achète tout le temps beaucoup d'alcool. Puis j'aime ça essayer de faire des nouvelles découvertes. Et dans ces découvertes-là, il y avait ce rhum-là. Ouais. Et tout le monde a trippé dessus, ce qui a fait en sorte que j'ai pas pu en boire. Ah ouais? Fait que j'en ai pris comme un shooter. That's it. Mais c'est fou parce que ça a été très populaire. Très, très populaire. Tu vois, je suis déjà mon verre de près. Je suis comme... Ready. Donc, on s'excuse à l'avance à tous ceux qui écoutent le podcast parce que Alex et moi, on est un petit peu grippés. Ça a deux conséquences. Première conséquence, ça se peut qu'on morve un peu puis que notre voix soit un petit peu plus nasale. Deuxième conséquence, on a pris des médicaments, donc l'alcool va rentrer de façon plus prononcée, plus rapidement, ce qui va faire en sorte que au début, ça va être pertinent. Vers la fin, ça va être quand même pertinent, mais ça va être également très drôle. Fait que je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Oh, t'es stressé? Un peu, je sais pas, moyen. Oui. Médium saignant. Oh, ça fait un petit son. Ah, Ça goûte le caramel. c'est tellement genre. bon, hein? C'est fou. Je capote. Ah, puis ça va être bon pour ma gorge, je pense. Je pense que moi aussi. Pour de vrai, ça fait du bien. Ouais, bonne antiseptique. Donc, tous ceux qui écoutent en direct sur Facebook, vous êtes libre de nous poser vos questions directement dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'y répondre plus tard dans la conversation. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on crée du contenu ensemble. Donc, tu es venu cet après-midi, on a fait une formation sur le copywriting. Ouais. Très, très cool la formation d'ailleurs. J'ai hâte qu'on publie ça sur la tranchée. Les gens peuvent s'inscrire dès maintenant. Je vais vous indiquer comment faire plus tard dans la vidéo. Mélodie, encore, si jamais vous avez des questions, on va pouvoir vous envoyer les liens directement dans les commentaires. Donc, on a parlé de copywriting. De comment créer une page De vente. de vente Ouais. C'était le fun? pour les gens qui n'aiment pas vendre. Ouais, pour les gens qui aiment pas vendre. Ouais. Ce qui est quand même la majorité des gens. Ouais. Ouais. C'est rare que tu vas avoir quelqu'un qui va venir et qui va te dire ah, moi j'adore ça, vendre des affaires. À Ouais, sociopathe occasionnel. Là, ouais, qui... c'est ça. C'est très très rare. Je m'excuse à tous mes amis vendeurs, là, mais je vous trouve un peu fucké. Moi aussi. Fait que ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'avant de sauter directement dans le copywriting, dans c'est quoi le copywriting, comment est-ce que tu as appris le copywriting, d'où ça sort, l'utilité, etc. Ben, j'aimerais ça te présenter aux gens pour que tu puisses partager un peu d'où ce que tu viens, parce que ben, tu es une personne qui est relativement nouvelle dans l'industrie. Ouais, je trouve ça drôle de dire dans l'industrie. Ouais. Fait que toi, t'es du Saguenay. Je suis du lac Saint-Jean. Du lac Saint-Jean. La nuance est très importante. OK. je savais pas, je m'excuse. Ça peut même pas faire. Et puis, bon, fait que si je comprends bien, toi, t'es étudiant en droit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Oh my God, Non, parce mais- qu'on a des spots sur nous autres en ce moment. Ouais. OK, donc, Alexa, start the show. Okay. Elle est supposée... Non, mais là, arrête! OK. C'est ça que tu voulais faire? C'est ça? Good, we good. OK. Fait que c'est ça. Ouais. C'est drôle parce que t'as dit droit, puis les lumières ont fermé. C'était comme, ils veulent pas qu'on parle de ça. C'est comme, c'est trop plate de droit. Non, mais oui, j'ai étudié en droit. J'ai mon diplôme, j'ai ma licence en droit civil de l'Université d'Ottawa. Mais j'ai jamais pratiqué comme avocate, finalement.
tu t'es rendu compte que... Ouais, ben je me suis rendu compte assez rapidement. Je te dirais qu'à ma 3e année en droit, je savais déjà que c'était pas ça que je voulais faire. À l'époque, je m'étais trouvé une job d'assistante aux communications pour une chaire de recherche en droit. Parce que, bon, par moi-même, j'avais appris à faire des sites web, tout ça, puis j'avais besoin de quelqu'un qui avait un peu des skills variés, là, dont être capable d'updater leur site web. Puis c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans plus la communication, puis j'aimais vraiment ça, peut-être plus que le droit. Moi, j'étais rentrée en droit pour plaider, principalement, puis très peu d'avocats qui plaident, c'est comme on voit dans les films, là, genre. Puis ça demande beaucoup de rigueur et de sacrifice, je pense, pour te faire une carrière en droit où t'as du fun comme ça, puis que tu plaides des causes vraiment tripantes. Puis je suis paresseuse un peu trop, je pense. Ouais. Fait que t'avais écouté Suits, dans le fond? Même pas. Après, rendu en droit, j'ai écouté Suits. Ouais. Puis là, t'as dit, ah, c'est ça que je veux faire. Non, moi, c'était un prof de philo qui m'a convaincu de m'inscrire en droit. Ah ouais? Ah ouais, bizarre. Hein? En philo? Ouais, en philo. Ok. Fait que il voulait être en droit, puis finalement, il a fait un bac en philo, il a regretté, puis là, il a dit non. Et il m'a dit, Alexandre, je te verrai en droit. Je fais, peut-être. On va peut-être en reparler tantôt, mais qu'on a pris un rhum de trop, parce que t'as l'air d'une fille qui a lu beaucoup de philosophes. Ouais. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça à Rencontre secrète la semaine passée. T'as dit, je me demande à quel philosophe tu ressembles plus. Puis c'est comme. Tu sais, l'espèce de sondage sur Internet, quelle sorte de chien es-tu ou quelle sorte de chat. C'est quoi ton philosophe fétiche? Exact. Ouais. Je trouve ça drôle. Ça en dit long sur une personne. Tu sais, t'es-tu plus Hobbes ou Rousseau, genre? C'est drôle, ça. Et puis, toi, t'as une condition particulière que je me rappelle jamais du nom. C'est correct, je vais te le dire. Puis ça te donne un super pouvoir. Ouais, quelque part. Ben, en fait, j'ai comme 2 choses. Je fais de la prosopagnosie. Ça, en fait, c'est que mon cerveau a pas de capacité de reconnaissance faciale. Fait que je reconnais jamais personne. OK? Même mes très bons amis, si je les rencontre hors contexte, probablement que je les reconnaîtrai pas avant qu'ils se mettent à parler, finalement. Parce que, je veux dire, le visage, pour moi, pour mon cerveau, c'est pas grand-chose. Puis en fait, ce qui cause probablement ma prosopagnosie, j'ai participé à une étude clinique là-dessus cet été, vraiment cool, c'est que je suis pas capable de visualiser, en fait. Fait que je vois pas d'image dans ma tête. L'étude à laquelle j'ai participé cet été, c'est sur un problème de mémoire là, qui s'appelle Severely Deficient Autobiographical Memory. Ça a l'air vraiment intense, dit comme ça. Mais en gros, c'est juste que t'as 2 types de mémoire dans ta tête. La mémoire épisodique, qui est ta mémoire riche de sens, qui est visuelle, qui est auditive, qui est vraiment, vraiment... tu peux comme te replonger dans tes souvenirs. Puis t'as ta mémoire sémantique, qui est une mémoire qui fonctionne plus par association, puis qui va te permettre de te rappeler cause à effet, des faits, etc. Je n'ai que la mémoire sémantique. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est spécial. Ouais, c'est cool. Puis ça, dans ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça change ta relation avec les concepts, puis avec la façon que tu réfléchis, puis avec... ça a eu un impact aussi sur qu'est-ce qui fait en sorte que t'es bonne comme copywriter. Ouais, probablement, tu sais... je te dirais, tu sais, parce qu'on s'entend, il y a comme un groupe Facebook de gens qui ont ce que j'ai, puis c'est très très varié, les professions que les gens font, ce qu'ils ont fait. Tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qui te limite dans la vie, mais définitivement, ça doit te donner une autre perspective sur les choses. Tu sais, je suis bien d'accord avec ça. C'est sûr que ma mémoire sémantique, elle marche à fond. À mon sens, c'est sûr qu'il y a un petit quelque chose. Juste avant qu'on continue, on est en live, bien sûr, fait qu'il n'y a pas de live sans avoir de bugs techniques ou de cossins qu'on gosse. Fait qu'en ce moment, il y a une fan qui marche. Fait que j'aimerais vraiment ça, si Mélodie pouvait assez être gentille pour monter en haut pour demander à Benoît d'arrêter le système d'aération, ça serait vraiment cool. Fait que merci beaucoup, Mélodie. Merci, Mélodie. Mélodie qui a toujours peur, by the way, de se montrer la face parce que j'ai programmé une fonction parce que je veux l'intégrer le plus possible au podcast. Fait que j'ai programmé une fonction qu'elle peut peser sur un bouton. On la voit? Ça mute ton micro, ça l'ouvre le sien, ça monte sa face. Wow. Puis elle l'a jamais utilisé. Écoute, si j'avais ce pouvoir... Tu le ferais, toi? Ah oui. C'est sûr que oui. Elle pourrait t'interrompre, là, toutes les fois que tu dis niaiserie, Olivier. À chaque fois. Il reste plus grand chose du podcast. Olivier slack le rhum. Ouais, c'est ça. Ouais, pour tous ceux qui veulent voir Olivier qui a pas assez slacké le scotch, vous pouvez aller écouter le 2e épisode de podcast où on a fait ça avec la gang de Bamboo Underwear. Qui sont tes amis, ça aide pas. Qui sont mes amis, ça aide pas. Vu que je suis un adulte responsable, on a une petite machine, on se fait avant de prendre nos autos le soir, surtout quand on finit des podcasts comme ça. Et puis Jules Marcoux ne pouvait absolument pas conduire, il était à point
12.13. Il était chaud, là. Ah ouais, c'est vrai que Ah, mais c'était super le fun, on avait beaucoup de plaisir. Ouais. Alors, on va parler de copywriting, on va sauter directement dans le vif du sujet. On va parce que c'est vraiment important. Je pense qu'on a des choses vraiment importantes à partager. Ouais. La plupart des gens qui écoutent C'est clair. ont un site web. Ouais. Euh, J'espère. ou ils publient sur Facebook, ou ils publient sur LinkedIn, ou ils ont une infolettre, ou encore il faut qu'ils rédigent du texte pour leur conseil d'administration, qu'ils fassent des campagnes de financement, peu importe. Faut qu'ils convainquent un investisseur, faut que... Ouais. On a tous des appareils écrits. Puis l'affaire, c'est que il y a personne au Québec, dans notre culturellement, qui se spécialise en persuasion. Ouais, non, c'est clair. Tu marques Ouais, c'est consultant en persuasion sur Google, là? Zéro. Non, c'est ça, c'est vraiment pas un domaine qui est développé, connu, etc. Même en francophonie, at large, là, je te dirais, ça manque vraiment beaucoup. Tu sais, on en discutait un peu tantôt quand on filmait la formation, mais tu peux pas suivre une formation en persuasion au Québec. C'est pas quelque chose qui va être abordé, en fait. Non, Puis c'est bien malheureux parce que c'est tellement important. Si t'es pas persuasif, bonne chance. D'ailleurs, moi, j'étais en communication parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, puis que je voulais apprendre, puis que je voulais développer. J'avais aucun cours. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai eu un cours de leadership dans lequel on a brièvement passé sur le livre de Robert Cialdini, que j'avais déjà lu, puis dans le fond, ils ont juste comme mâchouillé un livre qui est déjà facile à lire, puis qui l'ont rendu encore plus facile à lire, puis qui ont enlevé encore plein de contenu. Ouais. Fait que c'est vraiment plate qu'on ait aucun contenu francophone sur le sujet. On commence à en avoir grâce, entre autres, à Stanislas Solou, qui est un copywriter en France. Toi qui commences aussi à écrire puis à donner des trucs, des conseils là-dessus. Il y a ma formation sur le marketing par courriel, parce que j'en donne également un petit peu. Mais c'est encore loin d'être répandu. Et lorsque tu parles à quelqu'un qui soit en agence web, que ce soit un blogueur ou qui sort de marketing, tu dis le mot copywriting et cette personne-là n'a absolument aucune idée de ce que tu es en train de parler. Peut-être que je pense que la première chose à faire, ce serait de définir nos termes. C'est quoi le copywriting? Ben, moi, en fait, j'ai arrêté de parler de copywriting. Pourquoi? Parce que j'ai étudié en droit. Puis quand je dis aux gens, moi, je suis une experte en copywriting, puis qu'ils vont voir mon LinkedIn, puis qu'ils sont comme, elle a étudié en droit, ils pensent que je fais de la propriété intellectuelle. Automatique. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Le copywriting, tu sais, qui s'écrit W-R-I-T-I-N-G, donc comme écrire de la copie. Moi, j'ai traduit ça par rédaction persuasive. Donc, l'idée, en fait, c'est l'art de trouver les bons mots pour convaincre quelqu'un de poser une action X ou Y. Tout simplement. Puis c'est vraiment le fun. Puis, dans quel contexte est-ce que les gens vont utiliser le copywriting, historiquement? Historiquement, c'était beaucoup des sales letters, des lettres en fait pour vendre des produits qu'on envoyait par la poste, tout simplement. Puis les bons copywriters, les gens qui étaient doués pour écrire des bonnes lettres qui vendaient beaucoup, étaient très bien payés parce qu'ils étaient payés souvent un pourcentage des ventes qu'ils réussissaient à faire avec leurs lettres, tout ça. Fait que ça a créé des espèces de figures mythiques, là, tu sais, des copywriters qui sont super connus puis qui ont été capables de faire des lettres qui ont généré vraiment, vraiment beaucoup de ventes. Puis ce qui est intéressant, c'est que avec le web, on est en train de redécouvrir un peu cet art-là parce que on envoie des courriels, on écrit tellement, tu sais, je veux dire, quand on fait le genre de marketing que tu enseignes via la tranchée, tu sais, le inbound, qu'est-ce qu'on fait? On crée une relation avec des gens, on leur envoie des courriels, etc. Fait que c'est comme le médium parfait pour faire du copywriting, puis en plus, avoir des données vraiment probantes sur les résultats, en fait. Tu sais, ton courriel, tu le sais, là, s'il y a des gens qui ont cliqué sur ton lien. Exact, t'as accès à toutes les statistiques, chose qu'on n'avait pas nécessairement avant. Non, c'est ça. C'est très cool, puis je trouve ça drôle que tu dises qu'il y a des figures mythiques qui ont émergé de cette industrie-là, de cette ère-là. C'est comme si on essaie d'imaginer, OK, imagine que dans 15 ans, YouTube n'existe plus, puis on n'entend plus parler d'aucun des YouTubers, mais que les gens qui sont vraiment populaires sur YouTube présentement, il a été les premiers pionniers d'une science ou d'une industrie, et que là, 30 ou 50 ans plus tard, on se revire de bord, on regarde les vidéos de PewDiePie ou les vidéos de Logan Paul ou les vidéos de toutes les plus controversées, de Vsauce, etc. Puis on se dit, puis là qu'on ramenait ça dans une autre industrie, ben c'est un petit peu le même principe qui arrive. Absolument. Des gens qui se sont mis absolument incroyablement riches, qui dépassent les plus grands rêves de tous les... C'est pour ça que les gens, quand ils se lancent en copywriting au départ, sont tout le temps très...
ils ont faim. Ah ouais, non, c'est Parce sûr. qu'ils ont lu Gary Halbert, Ah. qui a écrit à son fils pendant qu'il était en prison les Ah, lois ils pour être sont capable de faire de bonnes, l'argent. Ah ouais, puis c'est du bonbon, c'est plaisant à lire, ça fait rêver, puis c'est super bien écrit, évidemment, parce que c'est du copywriting. Le copywriting, c'est aussi ça, c'est créer du plaisir. C'est que les gens, quand ils te lisent, il y a du fun, puis que ça soit facile, puis que ça soit direct, puis que tu aies envie de continuer. Puis, tu sais, dans la formation, tantôt, on nommait un livre qui a été écrit en 1966, puis on s'en servait pour parler de concepts super récents, les pages de vente, tu sais. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis, à la limite, moi, je fais un cours de rhétorique quand j'étais en droit, tu sais, puis la rhétorique, c'est quoi? C'est du copywriting, man. Aristote, Socrate, faisait tout ça. Ouais. C'est ça. Et à part dans ton cours de rhétorique, c'était quoi, mettons, tes premiers contacts avec cette industrie-là? Je te dirais que mes premiers contacts avec les copywriters américains, c'est quand j'ai fait un peu de pub Facebook. J'ai géré des campagnes pour des clients un petit peu. Puis je me suis rendu compte que leur texte était vraiment push. Mais vraiment. Puis que quand je retravaillais les textes pour les rendre un peu plus accrocheurs, j'avais vraiment des bons résultats. Puis là, je me suis dit, écoute, il doit y avoir du monde qui font ça, qui sont payés pour faire ça. Puis je suis tombée dans le copywriting de cette façon-là. Puis là, ça a été un enchaînement de découvertes, de livres lus, etc. Puis j'avais déjà un intérêt, je te dirais, pour la persuasion depuis très très longtemps. Tu sais, je suis allée en droit pour plaider, je faisais du club de débat, ça me fascinait vraiment. Mon cours préféré de communication que j'ai fait à l'université, c'est changement d'attitude. Tu sais, qu'est-ce qui fait que quelqu'un change d'idée par rapport à quelque chose? Ces mécanismes-là me fascinaient depuis très très longtemps. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait des gens aux States qui étaient payés pour faire des textes persuasif, convaincant, j'étais genre, c'est ma job. Genre, this is for me. C'est ça que je veux faire. Tu sais, c'était vraiment comme une espèce de révélation. Puis là, ben, j'ai acheté mon nom de domaine, les mots pour vendre, in your face. Puis c'est ça, c'était réglé. C'est super cool parce que t'as fait un journal de progrès sur la tranchée. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, je pense. Ouais, facilement 2 ans. Ouais. Ouais. Fait qu'à travers tout ce processus-là, donc t'as fait ton site web, t'as commencé à offrir tes services en tant que consultante. Puis ensuite de ça, je pense que t'as fait une formation. Ouais, j'ai lancé ma formation. Puis c'est tellement beau de voir mon journal de progrès parce que t'es sur la tranchée, parce que tu vois tout le processus, puis toutes les hésitations, tous les trucs que j'ai changé d'idée complètement en cours de route, puis tu sais, je trouve ça absolument fascinant. Je l'ai relu il y a une couple de mois, là, tu sais, parce que là, j'ai lancé ma formation, ça a super bien marché. Puis je me relisais, puis je me disais, tu sais, il y a 2 ans, j'aurais dû penser que ça allait donner ça, genre. C'est vraiment malade. Tu sais, c'est vraiment impressionnant le chemin qu'on peut faire à travers. On va mettre le lien vers ton journal de progrès dans les notes du podcast. Il a été full lu, genre sur la tranchée, j'ai vraiment des views. Mais pour de vrai, en tout cas, petit truc à tous les membres de la tranchée qui veulent aller chercher des parce qu'on peut avoir des abonnés sur la tranchée, je trouve ça drôle. Peu de gens le sachent, là, mais il y a des abonnés. Fait que si vous voulez des followers sur la tranchée, partez-vous un journal de progrès intéressant. Ouais, c'est cool. Celui sur Double ta valeur aussi, ça a été un... Il y avait beaucoup de monde qui l'ont lu. Puis n'importe quel projet qui évolue avec le temps, c'est le fun à cause que tu peux aller regarder c'est quoi ton état d'esprit que tu avais à la base avec les couvertes aussi, avec notre les couvertes des Amazing Blankets pour ceux qui savent pas de quoi je parle. Quand tu testais différents fournisseurs, pis ça, tu sais, je me rappelle de tout ça. Puis, les livres aussi, là, les carnets il est tellement World Domination, mes plans de domination mondiale. Quand est-ce qu'on va avoir le carnet? On est en train de faire les commandes là, fait que ça devrait être janvier à peu près. Je suis prête, c'est vraiment beau. Aussi nos petits médaillons, nos dog tags dans la tranchée qui vont fitter avec le carnet. En tout cas, fait qu'on va revenir au copywriting. Ouais. Fait que tout a commencé à offrir tes services, t'as fait ta formation, tu m'as dit que ça s'est super bien passé. Ouais. Je te dirais qu'avant la formation, ce qui m'a donné la confiance, mettons, de faire la formation, c'est que j'ai fait des séquences pour des clients qui ont vraiment bien marché. J'ai fait une séquence pour une cliente, on a fait pour 30 000$ en une semaine de vente de sa formation. Puis là, j'étais genre, man, je suis quand même capable d'écrire des courriels qui génèrent 30 000$. Il me semble que ça marche mon affaire. Puis là, j'ai commencé... Quand tu commences 30 000$ en une semaine, c'est comme holy fucking shit! Ouais, ça change ta perspective de comment faire de l'argent. C'est hot. Ouais. Puis c'est pour ça que les gens trippent sur le copywriting aussi. Là. C'est parce que là, tu passes de je struggle à faire quelques ventes à holy fuck, 30 000$ en une semaine. Non, c'est ça fonctionne, c'est vraiment le fun. Puis là, j'ai rencontré Cédric Parent, il est sur la tranchée aussi, Cédric est vraiment il était là à notre première rencontre secrète. Cédric, qui a des gros clients dans le monde du développement personnel, tout ça, puis qui m'a fait embarquer en fait avec lui sur des projets où j'étais copywriter sur le projet, on collaborait avec plein de gens, puis là, j'ai essayé des affaires parce que Cédric a des gros clients, fait que j'ai eu accès à des listes de courriels vraiment, grandes, on a pu tester des choses,
Ça aussi, ça s'achète pas cette expérience-là. Tu sais, ça se lit pas, mettons. Ouais. Ouais. Ça a fait une grosse différence. Définitivement. Moi, j'ai commencé à tester tout ça quand j'étais chez Voyage Arabais. Ben oui. Quand on avait 500 000 adresses email. Puis, comme la différence de résultats entre un infolette et un autre, tu le vois tout de suite. Ben oui, c'est clair. Dans un cas, le téléphone sonne. Aussitôt que tu passes sur ça, ça prend 30 secondes le téléphone sonne à sonner. Puis là, ce qui était vraiment drôle, c'est que chez Voyage Arabais, à cause que vu que c'est un centre d'appel, toutes les réceptionnistes m'aimaient pas. Parce que là, à savoir s'il allait passer une bonne ou une mauvaise journée, c'était de ma faute. Tu comprends? Puis si j'avais le malheur de faire une faute dans un courriel. Tout le monde te le disait. Mais là, c'est parce que quand t'as autant de monde, là, tu sais, il y a du monde qui. Tu sais, non seulement c'est parce qu'il faut qu'il réponde au téléphone, mais aussi il faut qu'il réponde aux emails. Fait que là, quand t'envoies 500 000 emails, t'as genre comme 30% de taux d'ouverture, puis t'as comme. En tout cas, c'était des quantités incroyables d'emails. Mais de mon côté, je voyais sur le site web en même temps les ventes en direct. Puis j'étais comme, non, ça marche, arrêtez. Ça, c'est quand même un apprentissage parce que, tu sais, moi, en ce moment, quand j'ai vendu ma formation, la première fois, j'avais une mini liste de courriels. Je fais 8 000$ avec 250 courriels. C'était super bon. Ouais, j'étais extrêmement Combien? 250 courriels, presque 8 000$. Oh, shit. Ouais, I was happy. C'est plus que moi, la première, c'était 600 ou quelque chose, j'avais fait 6 semaines. Ouais, j'étais vraiment contente. Mais, tu sais, en même temps, j'avais déjà des gens qui me suivaient, tu sais, sur ma page Facebook, tout ça, mais mettons, j'étais très, très contente. Puis j'ai encore à ce jour une assez petite liste. Je tape peut-être 1500, 1600. Fait que moi, j'envoie des questions ouvertes au monde, ils me répondent, puis je prends le temps de répondre à tout le monde, puis je jase. Mais quand t'as des clients qui ont des grosses listes, ils sont comme pas de questions ouvertes, même parce que là, tout le monde me répond, mes assistantes savent plus quoi faire, tu sais. Ouais, c'est comme des réalités. C'est un autre problème, ouais. Avoir une petite liste, c'est fun. Pour le vrai, oui. Puis je m'ennuie de ce temps-là parce que maintenant, je peux pas répondre à tout le monde. Non, c'est plate. Parce que tu perds un peu cette relation-là de proximité que tu as avec les gens. Mais tu t'en vas la chercher d'une autre façon. Tu fais des événements, des conférences, sur le forum directement. T'sais. Puis t'as beaucoup appris, je pense, par l'époque où t'as ta petite liste. Parce que là, t'en profites pour échanger, tout ça, t'apprends des choses sur les gens qui te lisent. Puis le monde, il pense que ce qui est important, c'est la taille de la liste directe en partant. Tellement pas. Mais non, parce que quand tu as une petite liste puis que tu réponds à chaque personne, à chaque fois que tu réponds à cette personne-là, si tu te dis en arrière de ta tête, cette personne-là, je vais la transformer en fan de ma réponse. Tu sais, fait que le copywriting, c'est aussi une partie de faire le courriel que tu envoies ou les textes publicitaires que tu as sur ton site web, mais ça passe, à mon sens, également dans ta relation de ton service à clientèle avec ta cliente, avec le monde. Comment est-ce que tu réponds? Non, tu sais, on sort un petit peu du sujet, mais je pense honnêtement qu'un copywriter pourrait également se faire engager pour faire des templates de réponses préfaites. Puis les normes de réponse au service à la clientèle. Les notifications, tu sais, quand t'achètes d'une boutique en ligne, puis qui t'envoie une notif, genre merci pour ta commande, tout ça, une fois de temps en temps, t'as comme une boutique en ligne qui l'a personnalisé, puis que le message est funky, tu sais, puis ça te rend heureux, ça fait juste une interaction positive de plus dans ta vie, là, tu sais. Ouais. C'est un exemple de... je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Mou. Tu sais, qui font des cartes d'affaires. Moi, je suis pas de cartes d'affaires, mais ma mère, je fais faire ses cartes d'affaires. Salut, maman. Mais, puis j'aime vraiment tu sais, j'aime leur personnalité de compagnie. Genre, ils sont vraiment sympathiques. Puis, tu sais, quand tes trucs partent en impression, ils disent, bon, tu sais, ton truc est parti en impression, notre petite mascotte est en train d'y travailler, puis ils niaisent un peu dans leur courriel, puis c'est vraiment nice. Ouais, je trouve ça le fun. Tu vois la personnalité de la business à travers les messages qui tombent. Puis à travers le unboxing aussi des produits dans le packaging, il y a aussi plein de petits points de contact comme ça qu'on peut personnaliser. J'ai acheté un One Wheel récemment. Puis la première chose qu'il t'envoie quand t'envoies le One Wheel, ou quand dans ton courriel de confirmation de commande, t'as un lien, c'est onewheel.com/dude, where's my One Wheel? Fait que pour faire la personnalisation du tracking de ton produit, ils ont rendu ça ludique, ils ont rendu ça drôle. Fait que, tu sais, je sais comme, ok, oui, c'est long, mais quand même, c'est le fun. Non, c'est clair. Puis j'ai hâte. C'est clair. Fait que... Mélodie, elle me disait, ton case iPhone est beau, puis c'est une compagnie québécoise, ça s'appelle Case Me. Ouais, d'ailleurs, je connais Will qui a la compagnie. J'adore Case Me, puis quand ils t'envoient ton case, ils te mettent un bonbon dedans. Oh, c'est vraiment le fun, ça. I know. Ben oui, les cases sont faites au Québec. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais, puis ils sont beaux, là. Ouais, donc Case Me, KASE.com, I guess. Allez sur Google, marquez Case Me, la façon qu'on vient de prononcer. Allez vous acheter une case. C'est fait au Québec. Ils sont vraiment belles. C'est ce que j'aurais, sauf qu'ils en font pas pour le Pixel 2 XL, malheureusement. Sinon, j'aurais déjà fait ma commande 4 fois. Bref. Copywriting. Non, c'est ça, le copywriting.
Je pense que c'est ça qui est hot avec le copywriting, c'est que c'est comme... Tu sais, il y a des skills que t'apprends dans la vie qui vont te servir dans un aspect de ton existence. Mettons, t'apprends à faire de la pub Facebook, c'est tel que tel, t'apprends à faire de la pub Facebook. Mais si t'apprends, mettons, à parler en public, ben tu vas avoir à parler en public dans plein de situations différentes. Tu sais, en réseautage, en conférence, etc. Puis c'est la même affaire avec le copywriting. Des situations où tu vas avoir besoin d'être persuasif, d'aller chercher l'émotion chez la personne qui t'écoute ou qui te lit, puis de la faire réagir, il va en avoir plein. Tu sais, je veux dire, j'écris... Moi, là... Je te dirais que mon histoire d'amour avec le copywriting, à la limite, là, ça remonte à quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, c'était tout le temps moi qui écrivais, tu sais, les textes d'anniversaire de mariage pour faire pleurer tes grands-parents. Mm-hmm. Puis moi, mon grand-père pleure facile, mais ma grand-mère, non. Ma grand-mère, là, paternelle, pas évident à la faire broyer. Je me rappelle que j'avais comme 12 ans, là, que j'étais en train d'écrire mon texte, puis je me disais, c'est que je peux écrire pour faire broyer ma grand-mère. Naissance d'un copyright. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que tu vas appliquer dans toutes sortes de situations. Puis, tu sais, à ce temps, je fais vraiment de la déformation professionnelle. J'écris mes cartes de fête, puis genre, je me dis, tu sais, comment je peux rendre ça surprenant, intéressant. Tu sais, c'est génial. J'aime ça parce que tu t'en sers partout, tout le temps. C'est vraiment un skill que tu développes, puis qui est large, puis qui peut être utilisé de multiples façons. Ouais. Mais maintenant qu'on a mis en contexte un peu l'utilité du copywriting, puis un peu c'est quoi exactement, puis à quoi ça sert, je pense qu'il faudrait qu'on donne une couple d'exemples de trucs, à savoir comment est-ce que tu peux rendre, appliquer les skills de copywriting dans ta gestion d'entreprise pour être capable de générer plus de ventes. Fait que je vais peut-être essayer de me lancer de trouver des exemples comme ça. Là. On s'est essoufflé cet après-midi, on a déjà tout donné des exemples qu'on avait préparés, fait que là on va faire une petite improvisation. Mais par exemple, quand on a fait le copywriting pour le bootcamp entrepreneurial, fait que ça a été un processus assez intéressant parce que l'objectif du bootcamp entrepreneurial, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est 30 jours, un courriel par jour. Donc, on laisse le temps au monde de décanter la fin de semaine, fait que ça fait 6 semaines. Fait que c'est 30 missions en 6 semaines pour enseigner les gens à se lancer en entreprise à partir de je sais absolument pas quoi faire à j'ai fait une pièce. Fait que ça, c'est l'idée. Mais dans le fond, ce morceau de contenu-là, c'est ce qu'on appelle un lead magnet. C'est une offre d'entrée pour qu'on fait de la publicité là-dessus, pour être capable de cibler les gens qui savent pas exactement où se lancer. La raison pourquoi on a fait ça, c'est d'une part parce que souvent on a des gens qui veulent s'inscrire à la tranchée, mais la tranchée c'est trop avancé pour eux autres. Puis on n'avait pas rien à leur donner. Fait que c'est un petit peu le marché qui nous a demandé ce produit-là. Mais l'autre objectif, c'est les gens qui sont absolument trop loin pour la tranchée, mais on veut les faire avancer dans le processus pour ensuite de ça leur proposer la tranchée et qu'ils s'abonnent, et ensuite de ça leur proposer d'autres formations plus avancées pour qu'ils puissent continuer de se développer en tant qu'entrepreneur. Fait que si on regarde ça d'une façon comme externe, et pas de se dire le bootcamp c'est un programme en soi, mais ça fait partie d'une stratégie de contenu à long terme qui vise à engager une relation avec tes clients. Fait que tout ça, là, cette grosse affaire-là, c'est aussi ça un peu du copywriting. Ben oui, absolument. C'est pas juste c'est quoi le type de courriel que tu vas utiliser, c'est quoi que tu vas mettre dans ton courriel, mais c'est aussi c'est quoi ta stratégie de contenu, puis comment est-ce que tu vas venir persuader les gens et les influencer au fil de ta séquence. Non, c'est ça. Tu sais, comment tu vas les faire progresser pour qu'ils aient confiance en toi, pour qu'ils sachent que ce que tu fais, c'est important, c'est intéressant pour eux, etc. Puis je fais un peu la même chose quand j'ai créé mon aimant client, qui est mes 10 mini-trucs de persuasion. Là, ça pogne au bout. Tu sais, je suis super surprise des retours que j'ai sur cet aimant client-là. Les gens adorent ça. Puis quand je l'ai bâti, tout était pensé pour que ce soit facile et le fun. C'est 10 petits trucs de persuasion que j'envoie par courriel, un par jour. Puis le premier, il est court comme ça. Le deuxième, il est court comme ça. Le troisième, il est court comme ça. Pour ceux qui écoutent présentement, parce que c'est un podcast, ça veut dire qu'il est court. Ça veut dire qu'il est vraiment court. Puis après ça rallonge. Tu sais, tranquillement, pas vite, à mesure que les trucs avancent, puis à mesure que les gens comprennent que ça a de la valeur pour eux, puis que c'est engageant, que c'est pertinent. Puis mon 9, 10e sont beaucoup plus longs. Puis j'ai 70% de taux d'ouverture à mon 10e truc. Parce que c'est tellement bon que les gens, ils veulent savoir c'est quoi le 10e truc. Puis ça fonctionne super bien parce que quand les gens arrivent à la fin de cette séquence-là, sont convaincus que le copywriting, c'est hot. Ils se sont déjà améliorés parce que c'est des trucs concrets que je leur donne. Certains qui sont bien niaiseux, mais qui font une vraiment grosse différence. Et je peux donner le premier, mettons, fais des sauts de ligne. Fais des sauts de ligne.
Oh my god, arrête, ça va me faire une crise d'urticaire. Donc, oui. Fais des sauts de ligne. Bon, fait qu'il y a une différence entre un saut de ligne et un retour de ligne. Tous ceux qui sont en train d'écouter et que vous êtes, et que parfois vous écrivez, on voit ça aussi sur le forum de discussion. Moi, j'édite tous les posts que je vois qui font juste des retours de ligne. Donc, mettons, des fois, tu peux faire Enter. Ouais. Puis là, ton curseur s'en va juste en dessous de ton texte. Ouais. Ça dépend de comment ton truc est programmé. Ouais. Fait que ça se peut que tu aies fait un retour de ligne ou ça se peut que tu aies fait un saut de ligne. Ouais. Fait que si tu fais Enter puis ton texte est collé par en haut, ça c'est un retour de ligne. Ouais. Ça veut dire que ton éditeur de texte, il pense que tout ce que tu as écrit, c'est juste un gros bloc de paragraphe. Alors que lorsque tu fais un saut de ligne, il distingue ça en deux paragraphes différents, puis il met un espacement particulier entre les deux. Puis il y a une différence entre un espacement entre des paragraphes puis un espacement entre deux sauts de ligne. Fait qu'il y a du monde qui font Enter et continuent d'écrire, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ouais, mais il y a des éditeurs de texte comme pas le choix. T'sais. Ouais. Tu désinstalles dans ce temps-là. Puis ça dépend non seulement de ton éditeur de texte, mais je pense que ça a rapport avec tes settings de laptop. Parce que Marie-Pierre, quand elle faisait des articles, du contenu, puis moi je l'ouvrais dans mon truc, c'est tout le temps des Enter. Ouais. Alors que moi, je fais Enter une fois, puis ça fait la séparation entre les paragraphes. En tout cas, ça me rend fou, man. Quand je joue du monde. Mais moi aussi, ça me rend fou parce que. Ça me rend folle parce que, dépendamment de ce que j'utilise, des fois, je fais mon copier-coller, puis je suis comme, voyons, c'est pas ça que je voulais, tu sais, puis ça défouin, c'est ça. Puis la meilleure façon d'expliquer ça, c'est pour tous ceux qui ont fait une petite formation de base en HTML, comme tu vas apprendre c'est quoi la différence. Il y en a un que c'est une balise P, donc une balise paragraphe. Avec une autre balise paragraphe. Puis il y en a un autre que c'est une balise paragraphe qui contient 2 BR, que c'est des breaks, des line breaks, dans le fond. Fait que des sauts de ligne. En tout cas, fait, on est sauté sur un sujet qui n'a pas nécessairement rapport. Ouais, mon point c'était juste fais des espaces entre tes phrases, c'est tout. Ouais. On devrait, je pense que tout le monde devrait apprendre ça. C'est quoi ton quatrième truc, mettons? Ou un autre? Je sais pas par cœur, mais il y en a vraiment plein. Je pense qu'il y en a un qui c'est genre sur les points d'exclamation. Genre lâche les points d'exclamation. Je trouve ça. Tu sais, toi tu dis que les faux sauts de l'été, les retours de ligne, ça te fait faire de l'urticaire ou peu importe. Moi, c'est les points d'exclamation. Genre, quand les gens veulent paraître enthousiastes, pis que pour avoir l'air enthousiaste parce qu'ils te vendent de quoi, sont comme « Oh yeah! Non, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation » à toutes les phrases, ça arrive tellement souvent, là. Pis je pense que ça m'énerve parce que mon naturel, c'est ça. Des fois, je me relis, là, pis il y a genre 8 points d'exclamation, pis je suis genre « Oh non! » Pis là, j'enlève les points d'exclamation parce que si t'en mets 1000, ça a aucun impact. Je veux dire, ton point d'exclamation, si tu veux qu'il insiste sur quelque chose, faut qu'il y en ait un, faut pas qu'il y en ait 18, tu sais. Ouais. Fait que, y a un des trucs que c'est tout simple, c'est ça, mais sinon j'ai des trucs plus psychologiques, si on veut, tu sais, où on va parler plus de... Ah, je vais te donner mon préféré, ok? C'est pas psychologique, c'est juste mon préféré, c'est le segway. Le segway, c'est malade. C'est ma technique de copywriting préférée. Segway, c'est un mot qui vient de l'italien, c'est un terme musical qui veut dire en fait que tu dois jouer 2 morceaux de musique d'affilée. Donc 2 pièces différentes, puis tu dois les enchaîner sans pause. C'est un segway en musique. Dans un discours, un segway, c'est quoi? C'est quand tu commences en parlant de quelque chose, puis que tu fais un lien avec quelque chose qui semble avoir rien à voir avec ça. Par exemple, tantôt qu'on faisait la formation, je te parlais de ma prosopagnosie, je te disais, tu sais, moi, je reconnais pas les visages de mes amis, mais je reconnais leur voix, leur façon de bouger, leur façon de parler. C'est la même chose en branding. Les gens, ils focusent sur le visage de leur entreprise. Donc, tu sais, c'est ça, ils capotent sur le logo, les couleurs, etc., mais ils s'intéressent pas assez à la voix, leur façon de parler, c'est quoi la personnalité écrite de leur entreprise. Fait que j'ai réussi à relier un trouble qui fait en sorte que tu différencies pas les visages au copywriting. Ça, c'est un segway. Puis moi, je le trouve extrêmement puissant, puis tu l'as fait avec ton courriel dont on parlait aussi aujourd'hui sur les chandails à laine. Sur l'affiliation. Tu sais, quand tu réussis à relier 2 choses qui ont rien à voir ensemble, c'est vraiment le fun parce que ça te permet de faire du storytelling super facilement en fait. Le storytelling, by the way, ça c'est ça fait pas partie. C'est très très similaire au copywriting. Il y a du storytelling en copywriting. Mais moi je pense que le storytelling, ça vaut la peine. Ceux qui aiment la rédaction puis qui sont déjà familiers avec le copywriting sont comme ou qui aiment la rédaction mais que ça leur intéresse pas nécessairement de s'intéresser à l'écriture publicitaire. Intéressez-vous au storytelling. Il y a un livre que j'adore, ça s'appelle Secrets of Story, d'un gars qui s'appelle Matt Burge, je pense. Et c'est absolument fantastique comment est-ce que il va
construire la façon est-ce qu'on s'identifie à un personnage, comment est-ce qu'on se crée des attentes et comment est-ce que qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose a du sens. C'est pas nécessairement de surprendre des gens au détour avec une twist, un plot twist qui est invraisemblable, mais plutôt de faire en sorte que les gens aient se créent des attentes et de gérer ces attentes-là et de leur offrir une récompense ironique à cause que le sens est dans l'ironie. Et bon, au début, quand j'ai lu ça ou que j'ai entendu ça pour la première fois, je l'ai acheté physique et je l'ai acheté en audio tellement qu'il est bon. Je comprenais pas exactement. Mais à chaque fois que tu as une transformation d'un personnage, c'est toujours à travers un effet qui était pas attendu, mais qui a une conséquence positive ou négative. Il aurait fallu que je me prépare un exemple concret parce que c'est vraiment abstrait comme concept, j'en suis conscient. Mais Secrets of Story, c'est vraiment... Écoute, je l'ai jamais lu, tu me donnes ça vraiment vaut vraiment la peine. J'ai le goût de faire un film depuis que j'ai lu ce livre-là. Ah ouais. Vraiment, là, c'est malade. Je vais peut-être parler aussi, moi, de mes trucs préférés en copywriting. Il y a deux choses, je pense, que j'aimerais qu'on aborde qui sont vraiment importantes. Donc, les titres. Super important. Et ensuite de ça, on a parlé un peu de Gene Schwartz dans la formation, mais j'aimerais ça qu'on aborde un autre aspect qu'on n'a pas vraiment parlé, qui est le frame stacking, qui est également quelque chose que personne parle, mais qui est excessivement puissant. Donc, premièrement, les titres. Bon, tu le sais, si ton titre est pas bon, les gens vont pas ouvrir ton courriel. Fait qu'à quoi ça te sert de te forcer pour écrire un courriel que les gens vont pas lire? Même affaire pour les articles de blog, même affaire pour YouTube, où il y a du monde qui vont lire à cause qu'ils lisent tout qu'est-ce que tu écris, à cause qu'ils trippent bien raide sur toi, mais ça c'est genre 0.1% de la population. Probablement que t'as pas de culte qui te suit, ou de fangirl, ou de fanboy. Par contre, en tout cas pour les courriels, si t'écris souvent du très bon contenu, t'auras pas besoin de faire des objets clickbait tout le temps. Ouais, t'as raison. Sauf que, mettons quelqu'un qui start là. Ouais, mais c'est toujours mieux d'avoir un bon titre. Puis tu peux faire un bon titre qui est pas genre... Parce que moi j'haïs les titres genre clickbait exagérés parce que si tu les fais à répétition, les gens s'écœurent et se désabonnent ou arrêtent d'ouvrir tes courriels. Puis ça, Puis des fois, tu sais, j'ai déjà testé avec un client, là, on s'obstinait en fait, on était en lancement, puis ça faisait plusieurs courriels de vente qu'on envoyait, puis moi je voulais envoyer un courriel genre, tu sais, que je disais quasiment, voici la page de vente de la formation, là, j'exagère, là, mais tu sais, mon objet était très 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 straightforward, très clair, puis mon client voulait qu'on fasse un autre objet clickbait. Fait qu'on a fait un test A/B. Parce que j'avais le goût de m'obstiner puis ça me tentait. Puis évidemment, le sien a eu un plus gros taux d'ouverture. Mais le mien a eu un plus gros taux de clics puis a généré plus de ventes. Ouais. Fait que j'ai gagné. Parce que l'affaire, c'est que ton titre, en fait, génère des attentes. Ça revient à ce que je disais sur le story. C'est ça, c'est que les gens, faut pas qu'ils soient déçus quand ils arrivent dans ton courriel. Fait que quand tu fais un clickbait, faut que le contenu de ton courriel soit vraiment hot et satisfaisant. Ouais. Faut que le clickbait en ait valu la peine puis que je me dise, man, je suis contente d'avoir cliqué, genre, c'était cool. Sinon, tu viens de me décevoir, puis si tu me déçois à répétition, man, exact. C'est vraiment ça. Chez J'arrivais, justement, on faisait des concours. À chaque infolette, on faisait tous nos titres, on faisait un test A/B selon ça. Et il y en avait un, le gars marketing, Jimmy, qui s'appelait, il faisait, souvent ses titres étaient meilleurs que les miens, mais c'est parce qu'ils étaient hyper vagues. Fait que c'est comme laissez-vous voguer vers vos désirs. Un truc dans ce genre-là pour vendre une croisière, tu sais. Puis moi, je suis comme les 4 faits surprenants de la Grèce, je sais pas quoi, tu sais, l'enfer de même. Puis lui, souvent, son taux d'ouverture était plus haut à cause que c'est comme c'est quoi cette affaire-là. Mais le taux de clic était bas. Fait que t'es mieux d'avoir un nombre de clics total vers ta page de paiement plus élevé. Donc c'est ça la métrique qu'il faut mesurer, pas juste le taux d'ouverture. Ouais, absolument. Ouais, le taux d'ouverture, tu sais, je rante souvent là-dessus, le fait que les gens sont obsédés par leur taux d'ouverture au point que c'est souvent la seule métrique qu'ils regardent quand ils commencent à s'intéresser au marketing par courriel, puis ils la regardent même pas dans l'ensemble. Tu sais, ton taux d'ouverture, tu vas aussi checker s'il réduit tranquillement avec le temps à une vitesse un peu alarmante, ce qui veut dire que t'es peut-être en train de brûler ta liste avec trop de clickbait. Tu sais, c'est le genre d'affaires qu'il faut garder, là. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que des fois, je teste mes lead magnets pour savoir s'il y a des bugs ou peu importe. Fait que là, moi, je suis moi-même dans mes séquences de vente. Tu sais, je reçois moi-même mes courriels. Puis des fois, je reçois un courriel, puis soit que je vois pas sur mon app d'email c'est qui le sender ou peu importe. Puis tu l'ouvres. Puis je l'ouvre parce que je pense que c'est quelqu'un qui veut me parler. C'est parfait. Puis là, je lis comme les premières phrases. Puis là, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai écrit ce courriel-là que j'ai oublié c'était quoi. Fait que là, je suis comme, Puis là, tu dis, hey, c'est bien pertinent ce qu'il dit, ce gars-là.
Ouais, c'est bon. Ah oui, tout le kit. Je me fais avoir par mon propre marketing comme quand même assez souvent. Fait que dans ce temps-là. Puis, parce qu'en même temps, là, Ouais. écrire des bons courriels, c'est sûr qu'on s'éloigne un peu des titres, on va revenir. Mais écrire un bon courriel, là, c'est pas juste tu t'assis devant ton ordi, puis t'écris un courriel, ça te prend 15 minutes. C'est l'heure d'écrire un bon courriel. Faut que tu te mettes dedans. Puis c'est pas juste tu l'écris une fois, ton premier jet, puis c'est terminé. C'est tough, là. Faut que tu. You have to care. Ouais. Ouais, pis faut que t'aies. Faut que tu sois mad quand tu l'écris, faut que tu sois comme. Faut que tu sois fired up. Je sais pas s'il faut que tu sois mad, mais Ah! je pense que ce qui manque. Perds ma chaise! Il est choqué, il se fâche. Ouais, ok. Mais, tu sais, je pense qu'il faut surtout. Pis ça manque à beaucoup de gens. Faut que t'aies une intention claire en arrière du courriel que t'es en train d'écrire. Tu sais, des fois, je lis une infolette, pis genre. Ça se pitch de tous les sens. Il est en train de me donner toutes les nouvelles de sa vie, un peu pêle-mêle, ça m'intéresse pas. Il faut que t'aies une intention, genre, en arrière. Tu sais, qu'est-ce que tu veux me faire vivre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce courriel-là? Où est-ce que tu veux m'amener? Sur quoi tu veux que je clique, man? Ouais. Genre, faut que ça se sente, là. Sinon, je vais pas cliquer sur tous les liens dans ton courriel pour le fun, là, tu sais. Ouais. Des fois, mettons, j'arrive pour écrire un courriel. Puis là, dans le fond, la seule chose que j'ai à dire, c'est on a sorti tel article de blog, il y a tel événement qui s'en vient, puis by the way, inscris-toi dans la tranche. Bon. Ouais. Fait que là, dans le fond, là, j'arrive pour écrire mon courriel, ça me tente pas d'écrire mon courriel, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée, je sais qu'il faut que je le fasse parce qu'il faut que je fasse la promotion du podcast, peu importe. Ben, comme le podcast qu'on a fait ensemble, tu sais, hier, tu sais, j'aurais juste pu dire on a un podcast demain. Ouais. Mais non, t'as fait un long courriel. À la place, je vais être comme, ok, comment est-ce que je fais pour prendre quelqu'un qui est dans son quotidien, dans sa routine, pour faire en sorte de le prendre par le col, puis de le shaker, puis de dire ah! On a un podcast! Ouais. Comme, clique, puis viens l'écouter. Ouais, c'est important. Fait que faut que tu sais, ça, comment est-ce que tu fais pour faire ça? Pas faire ça juste en disant hey, on a un podcast demain. Non, C'est plate. De quoi est-ce qu'on va parler? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que c'est important dans ta vie qu'on en parle? Pourquoi est-ce que c'est important que tu passes 1h30 à venir me voir sur Facebook Live à la place de passer du temps avec ta femme et tes enfants? À part peut-être que t'es ta femme et tes enfants de gosse. Si c'est le cas, ben écoute, c'est vraiment pas un tough sell. C'est bon, ça. Ah, c'est ça, good, man. Fais pas un emoji de cœur, fais un emoji de surpris. Comme ça, on va savoir que c'est toi. Tu leur donnes-tu un rabais, ça a tranché. Ouais, je vais vous contacter, je vais vous offrir un rabais. Ceux qui sont tannés, ouais, ok. Mais, on est fatigués de la formation. On a travaillé toute la journée super fort pour vous autres, by the way. Mais non, je suis 100% d'accord, puis je pense que c'est ça qui manque, en fait, souvent aux gens, là, c'est que ils me disent « Ah, ça me tente pas d'écrire mon infolette. » Ouais, mais c'est parce que tu traites ça comme une espèce d'infopub plate, man. C'est pas censé être une infopub plate, c'est censé être une occasion, genre, d'être créatif, puis d'apprendre de quoi au monde, puis de raconter des histoires, puis tu sais, c'est... Quand tu développes, mettons, l'art du segway, là, tu sais, on a parlé du segway il y a 5 minutes, mettons que t'apprends à faire des segways, man, tu peux pas avoir d'idée pour ton infolette, là. C'est impossible, là. Genre, je veux dire, n'importe quoi qui t'arrive. Tu sais, l'autre fois, j'étais en coaching avec... Je fais un coaching de prise de parole en public en ce moment, c'est vraiment le fun. Puis, j'arrive... Parce que tu as une conférence, d'ailleurs, le 9 novembre. Ben oui, toi aussi. Ah oui. Ça va être le fun. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, j'arrive au coaching, puis il y avait un pichet d'eau qui m'attendait avec des verres, tout ça. Puis j'expliquais à Nicolas qui me donnait mon coaching comment ça marche les segways. Puis je disais, tu sais, je pourrais faire un segway avec ton pichet d'eau, genre comme ça, là. Là, j'étais arrivée chez vous, tu m'attendais, t'avais anticipé mon besoin d'avoir de l'eau parce que tu sais que je m'en viens chez vous à pied, que je vais être un peu fatiguée, que je vais vouloir boire. En plus, on va vouloir parler. Tu sais, je vais avoir besoin de m'hydrater et tout ça. Fait que tu as pensé d'avance. Puis genre, t'étais préparé à m'accueillir pour que je me sente bien. Faut que tu fasses la même chose avec ton site web. Quand les gens arrivent sur ton site web, là, faut que tu les accueilles bien, faut que tu les attendes avec un pichet d'eau, faut qu'il y ait un gros bouton. C'est quoi qui ton leur pichet d'eau métaphorique? Ouais, c'est ça, ton aimant client, man. Ah, ben justement, en parlant d'aimant client, ça c'est drôle. Tu connais-tu le pork chop strategy? Non. Le Mais stratagème j'aime de la déjà côtelette ça. de porc. Donc c'est l'histoire de Tim. Tim, qui est un petit gars qui était vraiment laid. Ok. Okay? Tim avait pas d'amis. Personne ne voulait jouer avec lui parce qu'il était trop laid. Puis là, ses parents, ils regardaient Tim, ils étaient comme Christy, Tim, c'est plate, là, il a pas d'amis, on va y acheter un chien, au moins il va pouvoir jouer avec quelque chose. Puis là, il achète un chien à Tim, mais il est encore tellement laid que même le chien veut pas jouer avec Tim. Fait que là, pour faire en sorte que le chien veuille jouer avec Tim, ses parents ils ont accroché une côtelette de porc dans le cou à Tim. Comme ça, le chien voulait jouer avec. Ah, yeah. I see where you're going. Quand t'es une entreprise, t'es un peu comme Tim, OK? Personne s'intéresse à ce que t'as à offrir. Mais, faut que t'aies une côtelette de porc à t'accrocher autour du cou pour attirer les gens parce que sinon, ils vont tous s'enfuir.
Ouais. Fait que ton lead magnet, ton aimant client, le petit quelque chose que tu donnes en échange de l'adresse courriel, c'est une C'est- côtelette de part. C'est magique. Ouais. C'est un très beau segway, je pense que je vais clairement te le voler. Tu sais, je l'ai volé d'ailleurs, mais je me rappelle pas à qui. Ouais. Mais Mais moi, j'ai c'est pas pareil. laissé ça, J'ai une histoire que j'aime vraiment, que c'est les pompiers, quand ils apprennent à devenir pompiers. OK? Ils rentrent à l'école des pompiers, ils sont bien excités, ils sont à l'école des pompiers. Je vais éteindre des feux, man. Je vais apprendre à éteindre des feux, ils se peuvent plus. Premier cours, comment construire une maison. Je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment plate, mais comment tu veux éteindre un feu? C'est pas comment ça marche une maison. Là, tu peux faire un segway avec n'importe quoi. Je veux dire, copywriting, gestion du temps, c'est vraiment facile. Mais je me rappelle plus où j'ai entendu ça. Je sais que c'est vrai, puis qu'il y a un pompier un jour qui m'a raconté, quelqu'un qui a étudié pour devenir pompier qui m'a conté cette histoire-là. Que mais- c'était plat. Ouais, que ce cours-là, c'est vraiment plate, puis tout le monde aille ça, mais que c'est donc important. C'est essentiel. C'est ça. Fait que ça- Exactement comme apprendre, comment faire des bons titres. Exactement. Parce que si ton titre est pas bon, personne va Personne va te lire. On s'en fout que t'éteignes des feux. Là. Mais pour revenir au titre, as-tu des trucs précis sur l'art de faire des bons titres? Ben, ouais. Mets des chiffres dedans. Mets les chiffres. Non, mais on arrive là, mais ça marche vraiment. Les 4 Ouais. X surprenantes. 4 X mots punch Ouais. de... Non, c'est ça. Ben, tu sais, je te disais dans la formation, j'ai plein de petites formules de titres, là, mais comme des titres, man. C'est tellement le fun à faire. Puis c'est ça, les chiffres, les gens, ils peuvent pas réciter à ça. Hmm. Je veux dire, ben, regarde, tu veux une inspiration, va sur BuzzFeed, man. Je m'excuse, là, mais BuzzFeed, là, c'est du génie. OK. Tu sais, des fois, là, l'article, là, c'est zéro un sujet qui t'intéresse, là. Ça n'a même pas rapport, là. Genre, tu t'es jamais intéressé. C'est pas moi au pan de roue, ça. C'est pas de quoi qui est important pour toi, puis ils vont trouver le moyen de faire en sorte que ce soit irrésistible pour toi d'aller t'informer sur le pan de roue. Genre, tu sais, c'est des génies. C'est vraiment clickbait, mais moi, j'aime ça regarder les titres clickbait, ça me nourrit énormément. Ouais. Mais c'est ça, les mots de chiffre, puis les détails spécifiques. Tu sais, mettons, dis-moi pas top 10 des plus beaux hôtels, dis-moi le top 10 des hôtels, je sais pas moi, étranges et crasseux de la ville de nanana, là, je vais avoir le goût d'aller voir. T'sais, ça va piquer ma curiosité pas mal Ouais. plus, là, t'sais. Tu vas peut-être pas te booker une chambre. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pas de ta stratégie, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est, tu sais, les détails spécifiques, les chiffres, Personnellement, il y a un concept vraiment fondamental qui a Ouais. changé ma façon de créer des pubs Facebook et des objets de courriel et des titres d'articles. Ouais. C'est l'écart d'information. C'est de dire que ton titre, dans le sens à quoi qu'il sert, c'est... Ok, je vais repartir. Ouais. La raison fondamentale à laquelle les gens vont faire une action pour cliquer, c'est parce qu'ils ont un inconfort face à leur réalisation qu'il y a quelque chose qu'ils connaissent pas. Ouais. Ouais. Fait qu'il faut que tu leur fasses prendre conscience qu'il y a quelque chose qui existe, qu'ils connaissent pas, et que cette information-là se trouve de l'autre bord du clic. Ouais. Alors, un exemple que je pourrais donner, qui vient de me popper en tête, c'est voici pourquoi les tests AB Fonctionne pas. tuent votre conversion. Ouais. Là, t'es comme, hein? I wanna know. De quoi tu me parles? Ouais. Non. Puis là, tu cliques là-dessus. Parce que c'est comme si quelqu'un dit que t'as tort. Ouais. Ben là, tu veux savoir pourquoi est-ce que t'as tort. Ouais, tu peux pas rester. Je sais plus dans quel livre que j'ai lu ça. C'est comme un livre sur qu'est-ce qui fait qu'une idée est irrésistible. Je sais pas si ça dit quoi, c'est vraiment bon. Ça, je vais le retrouver pour le mettre en référence peut-être quelque part, mais vraiment un bon livre. Puis c'est un des éléments qui rend une idée irrésistible, c'est quand tu dis quelque chose qui défait une croyance qu'on a déjà. C'est-à-dire que tu vas dire, mettons, voici pourquoi, je sais pas, moi, la laitue est plus polluante que le bœuf. Que le quoi? Que le bœuf, je te donne. Mais oh my god! Hey! Ok. Là, c'est vraiment top de parler dans ce terrain-là avec toi. Non, mais. Vu que tu l'amènes. Savais-tu que par calorie, la laitue est genre 30% plus polluante en quantité de CO2 que le bœuf? Ben maintenant, oui, parce que tu m'en as parlé l'autre fois qu'on était chaud. Ah ouais, je t'ai dit ça. Ah ouais. Mais c'est pas grave, parce que je veux Mais quand même tu le dire comprends, pour ceux qui vont me bâcher. c'est une bonne vrai. idée. C'est une bonne idée, tu sais, que t'adhères ou pas, c'est attirant comme idée. T'as envie de savoir c'est quoi l'explication parce que ça remet en question une croyance préétablie. Ouais. Dès que tu peux faire ça, tu sais, je fais un post LinkedIn qui a vraiment marché, puis ça commençait par comme, tu sais, je m'excuse, je sais pas comment dire ça, mais t'as pas de talent, genre. Puis tu sais, après ça, je disais que basically, le talent, ça existe pas, etc. Bon, on pourrait avoir un débat là-dessus. Mais ça a vraiment pogné. Pourquoi? Parce que les gens, ils croient au talent. Ils pensent que tu nais avec un talent. Puis là, savoir que, voyons donc, le talent, ça existe pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça pique la curiosité. C'est une idée qui est intéressante en soi. De Ouais. cette raison-là. Puis ça, tu peux vraiment l'utiliser dans tes titres tout le temps. Ouais. Et pour les objets, c'est encore plus simple que ça. Là, moi, je fais des objets genre
le genre d'objet que je ferais si j'envoyais un vrai courriel à mon ami, tu sais. Exact. Ouais. Exact. Ça, c'est un très très bon truc. Je voulais y venir tantôt, justement. Tellement, Faut que quand la personne reçoive ton courriel, elle ait l'impression que t'aurais pu lui envoyer directement à partir de Gmail puis t'adresser directement à cette personne-là. Ouais. Est-ce que ton objet de courriel, est-ce que c'est un objet d'ami à ami ou de compagnie à ami? Je sais pas si t'as vu ça, puis ça va sûrement se mettre à moins marcher parce que tout le monde va le faire, évidemment, mais tu sais, les gens, ils écrivent leurs objets tout en minuscules, ça ouvre plus. Pourquoi? Tout en minuscule, pas de point. Ouais. Ou tu Comme fais faute si... dedans. Exact. Voulu. Comme si, genre, j'écris ça pour le fun. Sur mon sel, même de même. Ou genre juste comme 2-3 mots avec un emoji à la fin. Ouais. Puis pas de majuscule, pas de point. Ouais. C'est parce que c'est un peu ça. Tu sais, quand t'envoies un courriel à ton ami, tu feras pas un objet genre c'est super élaboré pour piquer sa curiosité. Là, tu vas dire salut le document dont je t'ai parlé. Là. Ouais, ça, ou toi. encore, mettons que tu trouves quelque chose. Ouais. Check ça. Check ça. Genre, yo, check ça. Ouais. That's it. Ouais. Puis quand tu ouvres ton courriel, ta première phrase aussi est super importante à cause qu'elle va apparaître sur Gmail. Oui. Fait que comment est-ce que tu ouvres ça? Très cher, distingué Alexandra. Non. Ouais, moi, le monde qui commence leur courriel par bonjour, là, ça me fait tellement de la peine parce que c'est comme du waste de real estate, genre. Puis de toute façon, t'as pas besoin de me dire bonjour, là. Je serais pas insurgée que dans ton courriel, t'aies pas commencé en me disant bonjour. C'est un de mes mini-trucs, là, genre ta première phrase, là. Même si on parle pas du fait que c'est un preview, puis toute la job de ta première phrase, c'est d'être intéressante, d'être captivante, puis de me donner envie de lire la deuxième phrase. C'est tout. Fait que gaspille-le pas en écrivant « Bonjour, Alexandra Ouais. ». Dis autre chose, Alexandra. Hey, je sais pas, je me suis fiancée, Alexandra. On est un comme ça récemment. Ah, tu peux quand même mettre le. Non, c'est ça, tu peux mettre le prénom, parce que c'est sûr que le monde aime ça entendre leur prénom, mais fais pas bonjour. Tu sais, ta première phrase, c'est important. Fais de quoi de cool, là. Ouais. Ou tu sais, de dire, comme, mettons que t'arrives pour aller chercher la curiosité de quelqu'un, tu peux dire, oh my god, Alex, est-ce que. Puis, ouais, c'est sûr que le nom Alexandra, tu pourras pas faire le diminutif Alex, mais si tu pouvais le faire, tu pourrais potentiellement prendre toute ta liste de courriels, puis passer ça dans une espèce de régulière pour faire les compressions. Là, je te révèle un secret. Là. Vas-y. Parce que je connais personne d'autre qui fait ça. Moi, j'ai encore une petite liste. Ouais. Puis mes clients qui m'écrivent souvent, puis qui me répondent personnellement, puis tout, je vais changer leur first name, puis je leur mets un surnom drôle. Genre. Ils triplent, là. Parce que, tu sais, ils reçoivent mes courriels, puis c'est genre, salut, telle personne, ma préférée, ou whatever, tu sais, puis j'écris une niaiserie. OK. Puis les gens, ils aiment vraiment ça parce qu'ils voient que, tu sais, j'étais allée jouer dans mes affaires, puis, tu sais, ils répondent, puis ils trouvent ça drôle, puis, ouais. Fait que quand t'as une mini-liste, là, c'est le genre de niaiserie que tu peux faire. Mais même quand t'as une. Ben, pour mettre des niaiseries dedans, personnalisées, oui. Ouais. Mais mettons que t'as une grosse liste, puis qu'il y a des gens qui ont des noms qui sont particulièrement longs, tu sais, ou super composés. Mais tu peux passer là-dedans avec une expression régulière, avec l'aide d'un développeur ou peu importe. Puis tu mets les initiales, ou tu mets. Tu mets Alexandre, genre tu mets Alex. Comme une espèce de Marie-André Estevez et-tu, genre. Comme elle a tout mis ça dans son champ de prénom. Comme salut Emma ou salut Marie-André, ça va être bien plus smooth parce que là c'est clair que si tu prends tout son nom complet, c'est pas quelqu'un qui s'est donné la peine d'écrire ça, puis clairement pas une de ses amis. Mais moi je prends encore le temps de le faire, tu sais, ceux qui se sont trompés puis que dans first name ils ont tout rentré, je vais enlever le nom de famille, je vais le mettre dans le bon champ. Tu sais, j'ai encore le temps de niaiser avec ça, un jour je vais peut-être l'automatiser, comme tu dis, ce serait intelligent. Mais fait que ta première phrase c'est, tu dis hey Alex, t'as-tu vu ça la semaine passée? Ouais. Quelque chose qui fait comme, hein? De quoi tu parles? La semaine passée. Genre, je suis arrivé sur telle affaire, puis telle personne a fait. Puis là, tu commences avec une espèce de storytelling. Puis après ça, tu fais un segue, puis après ça, Ben, moi, j'appelle pas ça un segue, j'appelle ça un bait and switch. Mais je pense que segue, c'est une meilleure façon de décrire. C'est plus romantique, c'est italien. Ouais, c'est ça. Tu penses cool. Là, tu peux expliquer d'où ça vient, tout ça. T'as l'air intelligent. Un bait and switch, c'est comme un petit peu méchant, là. Ouais, c'est ça. Ça a une connotation plus négative. Non, anyway. c'est ça. Ouais. À part de ça, dans les titres, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est utiliser, dans tout le copywriting de façon générale, j'aime beaucoup utiliser les vilains. Ah ouais. Fait que d'avoir une personne qui est méchante, quelqu'un à blâmer. Ah ouais. Un ennemi commun. Un ennemi commun, c'est super fort. Très très bonne stratégie. Ah ouais. Puis même principe aussi quand tu fais ton copywriting, ton texte de vente, contre. Tu sais, tu peux te positionner pour certaines choses, mais quand tu te positionnes contre les gens, l'espèce de sentiment de révolte et d'injustice, d'incompréhension, c'est un sentiment qui est universel, que tout le monde ressent. Donc ça, c'est facile. Puis quand les gens adhèrent à ça, ils adhèrent très très fort. Ouais. C'est vraiment connoté, tu sais, c'est... Moi, un des trucs que le plus
eu un effet, mettons, sur ma business, c'est que je me suis mis à parler plus, mettons, de mes valeurs, puis de prendre des prises de position un petit peu controversées sur le post LinkedIn. Genre d'affaires-là, ça a vraiment un bon effet, tu sais. Oui, il y a du monde qui sont frus, genre des Français frus, il va tout le temps en avoir, tu sais, je veux dire. Des Français frus! Ah, je sais pas, les Français, ils m'aiment pas, c'est parce que je mets trop de pis pis de tu dans mes textes, là, ça les... Ouais. Ils aiment pas ça, ça lui plaît pas, c'est pas grave. Mais il y en a qui m'aiment aussi, je les salue. Mais, mais non, tu sais, depuis que je me suis mis à faire un peu plus ça, ben, tu sais, c'est ça, il y a du monde qui sont fâchés, mais il y a aussi plein de monde qui trippent parce qu'ils sont comme, ah, man, je suis tellement d'accord, pis ça vient les chercher, genre, ouais. Mais c'est comme en anglais. Tu sais, il y a du monde qui trippe sur l'accent british, il y a du monde qui trippe sur l'accent australien, il y a du monde qui trippe sur l'accent texan. Ouais. Puis il y a du monde qui aime ça. Tout le monde a son dialecte, tout le monde a sa façon de parler. Ouais. Oui, tu peux peut-être essayer d'augmenter ta conversion de façon générale en étant plus standardisé, plus français, plus correct, mais en même temps, je pense que tu perds un petit peu de personnalité. Ouais. Je pense que la personnalité fait en sorte que quand les gens accrochent, ils accrochent encore plus. Ben oui, définitivement. Ouais. Non, moi, je suis certaine de ça, puis... Ouais, tu sais, ça fait genre 1 mois et quelques, peut-être 5 semaines que je suis sur LinkedIn, là, ça fait vraiment pas longtemps, mais j'ai eu un gros succès vraiment rapide avec mes publications, puis pourquoi? C'est parce que ça détonne complètement, parce que les gens là-dessus sont vraiment pognés, puis ils écrivent genre, c'est super... C'est quand même intéressant tout ça, parce que quand t'as posté, c'est quoi, 70 000 views? Hey, ma meilleure publication, je suis rendue à 270 000 views. Ça n'a aucun sens, toi. Ben oui, je sais, en organique, là, c'est fou. Puis pourquoi? Parce que je fais... Tu sais, sur LinkedIn, c'est tes 3 premières lignes qui apparaissent. Ouais. Fait que là, quand j'écris ma publication, à la fin, je passe un bon 5-10 minutes à me dire c'est quoi les 3 premières lignes qui vont faire que la personne pourra pas s'empêcher de lire ma publication au complet. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, puis ça marche, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de vues. Je pense que t'as hacké LinkedIn, là, t'as brisé LinkedIn. Ah ouais, c'est ça. J'ai brisé LinkedIn en écrivant au-dessus, puis en étant moi-même sur LinkedIn. Ouais, c'est vraiment drôle. Ouais, ça s'en va quand même à l'encontre de la culture de LinkedIn, là, d'être toi-même, Ouais, non, c'est ça. Mais encore là, tu sais, un ennemi commun, aussi. C'est-à-dire qu'en me positionnant comme ça, c'est comme... Moi, j'aime ça, l'authenticité, j'aime ça être relax. Puis je me positionne un peu anti-corpo parce que pour moi, que t'aies un veston-cravate ou que tu sois habillé comme on est habillé là, t'es pas moins intelligent, t'es pas plus pertinent ou quoi que ce soit, ça veut strictement rien dire. Puis juste ça, c'est une grosse prise de position là, dans un monde très très codifié. Ouais, fait que les ennemis, c'est fort. Puis quand tu vends tes services aussi, tu sais, quand t'es en train de vendre... Il va falloir que je lâche mes exemples de couvercle. Il va falloir que je me trouve d'autres exemples. Mais peu importe ce que tu es en train de vendre, c'est tout le temps par opposition à quelque chose d'autre que la personne pourrait s'acheter. Fait que quand tu es en train de faire ton storytelling tu pourrais faire ça. Il y a des gens qui font ça. Voici les côtés positifs, voici les côtés négatifs. C'est ce qui va se passer si tu fais ça. Ensuite, tu pourrais faire ça. Je l'ai déjà fait. Voici ce qui s'est passé. Ouais. Puis finalement, je suis tombé sur cette découverte. Ouais. Et j'ai appris à faire avoir X résultats en faisant X, Y, Z d'efforts. Je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose là-dedans. Tu t'as dit j'ai fait ça, je me suis trompé, ça a pas marché. Les gens ils ont tellement peur de faire une erreur. C'est pas pour rien que les titres genre 7 erreurs qui vont irrésistibles. C'est quoi l'erreur? C'est quoi? Comment je peux me tromper? Oh my god, je veux pas me tromper. Je veux savoir c'est quoi qu'il faut pas que je fasse. C'est comme ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment très fort. Je pense que tous les humains sont comme ça. Là. On est allergique aux erreurs. Ouais. Puis fait, tu sais. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas nécessairement que faut absolument que tout ce que tu fais en termes d'effort, de contenu, tout soit en fonction du copywriting. Mais je pense que l'idée, c'est que le copywriting fasse partie intégrante de tout ce que tu fais. Fait que c'est pas de faire un article pour faire du copywriting. Comme, je veux pas que les gens écoutent ça en ce moment puis qu'ils se disent « Oh my god, je vais écrire un article de blog, les 7 erreurs que j'ai faites. » Le copywriting, il vient après le contenu. C'est tout le temps ça. C'est le contenu en premier, puis après le copywriting, c'est ton outil. Tu sais, le meilleur exemple que je pourrais te donner, là, on parlait de philosophes tantôt. Il y a des philosophes là, qui ont des excellentes idées, mais que personne lit parce qu'ils sont plates. Ouais. Le copywriting, c'est le moyen que tu utilises pour amener ton idée qui est super bonne à être entendue, à être comprise. C'est vraiment ça la différence. Mais tu sais, l'idée est avant. L'idée vient avant, le contenu vient avant. C'est quand même ça qui est central. Le copywriting, c'est juste l'outil que tu utilises pour rendre cette idée-là vraiment captivante, vraiment intéressante, puis la faire voyager finalement. Parce que tu sais, t'as beau avoir
t'as beau faire l'article le plus informatif du monde, si personne le lit, ben tu viens de te planter, man, là, c'est plate, t'as pas eu l'impact que t'aurais pu avoir si tu t'étais soucié du copywriting. Mais définitivement, tu sais, le contenu, puis la qualité, puis ce que tu veux transmettre, puis ce que tu veux apprendre, puis ton idée vient avant, tu sais, les procédés de comment trouver un bon titre, puis tout ça, c'est certain. Puis en même temps, quand tu es en processus d'apprentissage copywriting, c'est important que tu testes chacune des techniques et des stratégies que tu entends. Je veux dire, tu te dis, ben, tu as une hypothèse, tu te dis, peut-être que si j'utilise telle ou telle stratégie, ben, on va être capable d'augmenter nos ventes, on va être capable d'augmenter notre taux de clic. Fait que, il faut faire des tests, mais en même temps, faut que tout ça s'inscrive dans une stratégie de contenu qui a été bien planifiée, bien pensée. Puis c'est comme un petit peu les épices, tu vas aller reprendre ton contenu, tu vas te remettre à la place des gens qui écoutent, puis tu vas reconstruire ou changer les mots tout simplement ou les expressions pour prendre les mêmes mots que tes clients utilisent, pour partir de où est-ce que cette personne-là part pour se rendre où est-ce que tu veux qu'elle se rende, c'est-à-dire acheter ton produit. Quelque part, le copywriting, c'est beaucoup un mindset, puis je dis souvent ça aux gens qui suivent ma formation, mais un mindset où tu comprends que l'attention que les gens t'accordent, c'est précieux. C'est la chose la plus précieuse que tu peux obtenir. Puis il faut que tu traites ça avec révérence. Puis il faut que tu la mérites, cette attention-là. Puis le copywriting est au service des personnes qui te lisent, finalement, dans ce sens-là. Tu sais, c'est que tu fais tout en ton pouvoir pour que il y ait un reward, que ça soit le fun, qu'ils soient contents de t'avoir lu, finalement. Là. C'est ça le but ultime. Une fois que tu as été capable de faire ça avec ton contenu, si tu as du bon contenu, que les gens ont envie de le lire, que les gens le lisent puis qu'ils sont satisfaits, ben tu vas être capable de vendre tes affaires. Ça va bien se passer ta vie. Mais c'est ça, l'attention, c'est première monnaie là, sur Internet en ce moment. C'est vraiment important. Le pire, c'est que c'est ça parce que, dans le fond, Facebook est dans une business de vendre l'attention des gens. Ben oui. Toutes les grosses entreprises sont dans des business de vendre l'attention. Amazon est dans une business de vendre l'attention. Ils vendent pas des produits, OK? Ben Amazon, c'est une marketplace. C'est des compagnies comme moi qui s'en vont sur Amazon pour vendre leurs produits. Fait qu'Amazon vend l'attention des gens dans un but de consommation. Fait que toi, tu vas sur Amazon parce que tu sais que les gens sont là. C'est ça qui t'attire. Puis je veux dire, tu peux faire du SEO sur il y a la convenience, etc. Mais l'asset numéro 1 qui est vendu. Oui, Amazon fait de l'argent avec leur commission de produits. Puis, mais ils font également de l'argent avec la pub sur Amazon. Ben oui. Et qui ont comme un double modèle d'affaires aussi. Complètement crazy. Même principe pour Instagram, même principe pour Snapchat, même principe pour toutes les plateformes. Même principe pour les médias. Radio-Canada, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Vidéotron, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Nouveau Occupation Double et compagnie. Ils vendent l'attention des gens quand ils pognent tout du gourou. Dans les films, qu'est-ce que tu penses? Dans les films, il y a des plugs non-stop dans les films. 30% des films financés. Du placement publicitaire. Ça marche, tu sais, des fois le personnage mange de quoi, puis tu te dis, man, ça te donne le goût. Mais ça donne une crédibilité à la marque. Tu sais, je veux dire, mettons que t'as un film culte comme Will Smith, là, quand il était avec son chien, puis tout le monde est mort. Legend, I Am Legend. Ah ouais. Bon, ben, tous les billboards qu'il y a dans les décors post-apocalyptiques, si t'es capable de mettre ton logo là, tu viens de te positionner comme un symbole américain du capitalisme qui s'est fait crisser la gueule par les zombies, tu sais, je veux dire, ça c'était avant les zombies, c'est ça, c'est fort, c'est culturel. Les zombies ils courent là-dedans. C'est un très bon film. J'aime pas ça, les zombies qui courent. T'aimes pas ça? Non, je suis pas fan des zombies. Ben, tu sais, qui courent? Ouais. Qui vont vite? Tu sais, je me dis, on serait vraiment pas dans une belle situation. Là, je dérive complètement, mais on serait vraiment pas dans une bonne situation si les zombies couraient. Ouais. Mais tu sais, en même temps, probablement que les zombies vont courir. Je veux pas être plate avec toi, là. C'est un peu dans la merde. Mais... Ouais. On a dérivé pas mal, mais voilà. On parle de zombies. Mais t'es quel... Non, mais mettons, là, c'est parce que t'as plusieurs takes sur les zombies. Alors, on peut jammer un peu là-dessus parce que je trouve que c'est quand même intéressant. T'es-tu plus le genre de personne qui pense que les zombies, ça va être des morts qui se relèvent, old school style? Ou c'est plus comme un genre de virus qui take over pis c'est un parasite? Ouais, c'est plus un genre de virus. Plus un genre de virus, hein? Parce qu'il y en a un qui est super naturel. Puis l'autre, c'est plus comme scientifique. Non, c'est ça. Mais honnêtement, je sais pas trop. Qu'est-ce que... Moi, je sais pas c'est quoi mes films de zombies préférés. Je pense que I Am Legend, c'est mon préféré. Zombieland. Ouais, c'est bon, ils font un 2, ça a l'air. Le 2, il arrive bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le 1, j'ai écouté genre 15 fois. Ah ouais. Ouais. Les Twinkies qui sont dans ce film-là. C'est pas bon. Ben. C'est une déception. C'est décevant parce que
tout le long du film, pour ceux qui ne connaissent pas Zombieland, tout le long du film, il court après le fameux Twinkie parce qu'un Twinkie, ça passe jamais de date. Fait que là, c'est comme le dernier gâteau dans un monde post-apocalyptique. Fait que là, tout le long du film, ils veulent avoir un Twinkie. Ils finissent avec ça. Fait que là, moi, j'ai été m'acheter un Twinkie. Et la compagnie Twinkie, je pense qu'ils ont arrêté de faire des Twinkies d'ailleurs. Puis les derniers Twinkies sont vendus sur eBay. Puis après ça, je pense qu'ils ont recommencé à en faire. Ouais. Le Twinkie, c'est genre vendu 300 quelques mille. Une petite affaire de weird, là. J'ai tellement trippé sur ce film-là que mon nom, dans 2-3 jeux vidéo que j'ai commencé à jouer dans ce temps-là, ça s'appelle Twinkie. C'est fou. Je suis un petit gâteau qui se promène puis qui game avec d'autres mondes. Fait que je trouve ça drôle. Anyway. Fait que là, une fois de temps en temps, j'ai du monde qui me dit You look delicious. Wow! Trop copywriting. Ça, c'était pas un segue très. Mais c'est pas grave. Des fois, on peut pas résister à parler zombies, tu sais. Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, je me disais, il y a des gens qui vont écouter le podcast à cause des extraits que Mélodie va faire. Fait que je me suis dit, ça pourrait être un extrait zombie. Ah ouais? Tu sais, je suis en train de penser à un lead magnet en ce moment. On va aller chercher les gens qui. Honnêtement, je suis quand même triste de pas avoir une opinion plus forte sur les zombies, tu sais. J'aurais pu avoir un rant préparé d'avance. Non, c'est ça. Que je vais le faire. Anyway. De retour au copywriting. En fait, bon, pour faire une espèce de petit remix, on a, pour ceux qui viennent de joindre peut-être sur le Facebook Live au début, on a parlé un petit peu de c'est quoi, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est pertinent. Ensuite de ça, on a parlé comment faire des titres. On a parlé un petit peu de la philosophie en arrière de tes courriels, comment préparer tes courriels. Bon, il y a différentes sections dans lesquelles on pourrait s'en aller. On pourrait parler des pages de vente. Il y a le frame stacking que je voulais qu'on aborde parce que personne n'en parle. Puis je trouve que c'est un outil qui est vraiment puissant. Et ensuite de ça, ok, il y a 2 choses que je veux qu'on aborde. Bon, on va parler du frame stacking. Ok. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Après. Parce que je vais parler d'un autre concept avant. Ok. Qui est exactement ce qu'on est en train de faire avec le frame stacking. Alright. Bon. Fait que quand tu écris du contenu publicitaire pour vendre quelque chose, surtout pour vendre de l'information. Mm-hmm. Ok, tu veux vendre une formation sur le copywriting. Bon, mais tu veux pas donner tous tes secrets sur le copywriting dans tes 2 premières lignes. Non. Parce que sinon, pourquoi est-ce que le monde paierait? Fait que, je me rappelle pas exactement c'est dans quel ouvrage que j'ai lu ça, mais je l'ai testé pour ma formation sur la création d'un blog. Dans ma séquence de vente, ça a super bien fonctionné. Et c'est jusqu'à ce jour, je pense, le meilleur courriel de vente que j'ai fait. C'est de faire en sorte que la personne, elle apprenne quelque chose sans qu'elle apprenne réellement quelque chose, puis lui donner un sentiment d'anticipation que ce qu'elle est en train d'apprendre va se résoudre dans la prochaine phrase. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. On a parlé un peu de l'écart de connaissances tantôt. Fait qu'à un moment, tu dis les tests AB, ça fonctionne pas. Clique ici pour savoir pourquoi. Mais c'est comme si, en posant une question, puis en répondant à cette première question-là, tu soulèves 2 autres questions. Ouais. Fait que tu réponds à la première, mais... Il y a tout le temps quelque chose qui manque. Il faut tout le temps qu'il y ait un aspect fondamental qui est pas là. Puis tu t'en vas vers là. De comment tu le fais dans ta séquence sur le blog. Il faudrait que je... Je peux comme pas m'empêcher, je suis comme vraiment curieuse. Ben, tantôt, peut-être que je pourrais te partager quelques exemples concrets quand on sera pas derrière la caméra, parce que, tu sais, je veux pas non plus que les gens... Je veux que les gens y achètent. Là. Ouais. Tu sais, fait que là... Pas pour révéler. Mais ça, c'est le gros défi d'un mois qui vend du copywriting. Les gens sont sceptiques. Mon audience est ultra sceptique parce qu'ils savent que je fais de la persuasion. Fait que, tu sais, je suis extra méta dans tout ce que je fais. Tu sais, C'est-à-dire que quand t'arrives sur ma page de vente, puis tu passes un gros avertissement, genre, hey, je vais te vendre des affaires, puis tu sais, j'essaie d'être vraiment comme super direct, puis transparente à l'extrême. Mais, tu sais, même ça, c'est une stratégie de copywriting parce que ça me différencie de. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est méta. Ouais, c'est sûr que t'as pas vraiment le choix. Ouais. Mais le fait de dire, comme on va essayer de donner un exemple d'apprendre à cuisiner des omelettes. Okay? Ça va être un exemple qui est relativement simple. Ouais. Bon, puis disons que l'objectif de cette recette d'omelette-là, en fait, c'est de vendre une sorte de crème particulière. Ouais. Et, fait que là, tu peux te dire, c'est vraiment weird comme exemple, je trouve ça drôle de faire ça en direct.
Oh, je suis stressé, oh my god. Non, fait que là, je te dis, ok, toi, là, tes omelettes, là. Ouais. Bon, de 1, probablement qu'ils collent. De 2, probablement que la texture est pas top-notch. De 3, sont pas assez cuites, sont trop cuites, sont jamais parfaites. Comment est-ce que tu fais pour faire une très très bonne omelette? Premièrement. Fait que là, je viens de te dire, tes omelettes sont pas correctes comme ils sont présentement, puis moi, j'ai le secret pour ça. Bon, premièrement, peut-être que t'as de l'argent, toi, t'as un poêle à induction, puis t'as des poêles en stainless steel qui coûtent cher. Fait que là, toi, tu t'es dit, crème, ça m'a coûté cher, mon set de vaisselle, là, puis mon set d'affaires. Puis peut-être que, tu sais, fait que c'est clair que ça va bien aller pour être capable de me faire des bonnes omelettes le matin. Puis là, je parle de ça parce que, hein, ça m'est arrivé personnellement, je parle de mon vécu puis de mon cœur personnel, c'est vraiment plate. Bon, fait que là, ensuite de ça, tu te dis, ok, comment est-ce que tu fais pour avoir une poêle en stainless steel qui colle pas? C'est une Christie de bonne question. Toi, t'es là, man, en train de vouloir te faire des omelettes, tu mets ton œuf dedans, puis là, elle va être toute brûlée dans le fond, puis collée, puis là, ça va être dégueulasse, ça va être l'enfer, tu veux pas avoir ça. Non. Ce qu'il faut que tu fasses, tu as 2 stratégies pour être capable de faire ça. La première, c'est drôle. Que je te disais que je suis pas un bon vendeur à cause que je ris tout seul. C'est exactement ça. Mais je suis prête, je suis intriguée. Mais t'es intrigué, hein? Parce que je vais te dire, c'est quoi le secret pour être capable de faire en sorte que ton omelette colle pas. Ben oui. Right? Bon. Fait que t'as 2 choses. Le stainless steel, ok, là, comme n'importe quel type de matériel, lorsque tu le chauffes, ben, les molécules vont soit se contracter ou soit qu'ils vont se dilater. Ouais. Parce que tu vois, c'est dilater tes molécules de stainless steel pour être capable de saturer ça d'huile. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu laisses ta poêle chaude. Tu mets de l'huile dedans. Ensuite, tu t'assures que ton huile brûle. Tu swipe dans ta panne, tu jettes l'huile qui est trop. Tu la laisses refroidir. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que ta poêle va avoir absorbé l'huile. Puis, la plupart du monde, ce qu'ils font là, quand leur poêle est sale, ils vont mettre du savon dessus. Fais jamais ça. Parce que là, t'enlèves toute l'huile. Ah non, c'est terrible. Fait que là, t'arrives pour remettre de la bouffe dedans, puis elle va coller, c'est sûr. T'as tout enlevé l'espèce de petit shield protecteur. Fait qu'il faut qu'elle reste un petit peu huileuse. Fait que là, t'as remets sur le poêle, et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des oignons. Parce que dans les oignons, il y a un acide qui se libère quand ça chauffe. Et cet acide-là est anti-adhésif. Très important. Fais brûler des oignons. Après ça, jette tes oignons. Ouais. Après ça, tu peux commencer à faire tes œufs. OK. Right? Fait que là, ce que je viens. Mais sauf que là, c'est juste la case de départ. Fait que ce que je viens de faire, c'est que je t'ai démontré que j'avais des connaissances que tu n'avais pas. First. Ouais. Puis ensuite de ça, je te dis qu'il y a encore quelque chose d'autre qu'il faut que je te montre comment faire l'omelette parfaite. Ouais. Puis ça, c'est fucking pertinent parce que, genre, toi, t'es là avec tes omelettes à chaque matin, man, pour ton chum, pour ta blonde. Ouais. T'aimerais ça? Les impressionner qui te regardent et qui fassent comme, oh my god, c'est quoi ça? T'aimerais ça, right? Oui, absolument. Mais faut que t'apprennes comment faire des omelettes absolument incroyables. Fait que là, je suis encore en train de renforcer l'espèce de c'est quoi la résultante, mais c'est que la personne que t'aimes va te regarder avec plein d'amour. Tu vas être fier de tes omelettes, puis tes amis vont tous vouloir venir déjeuner chez vous. Exact. Incroyable. Fait que là, faut que tu montes ton feu un petit peu. Moi, je le mets à peu près un petit peu au-dessus de moi. Tu sais, t'as medium, moi, je le mets genre medium high. Faut que ça soit chaud, parce que là, ce que tu veux, c'est faire quand même chauffer ton blanc d'œuf rapidement. Tu prépares ta mixture dans un bol, tu dompes ça dans ta poêle. Très rapidement, tu vas essayer de la secouer le plus vite possible pour que ça se répande partout sur la surface chaude de ta poêle. Et faut pas que tu le fasses cuire trop longtemps. C'est ça le truc. Parce que l'affaire, c'est que quand tu l'enlèves du feu, ils vont continuer de cuire. Fait que tu veux la cuire exactement à perfection, puis couper le processus avant que ça devienne trop cuit. Ouais. Parce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te prépares un bol après. Puis que aussitôt que tu as fini de cuire ton omelette, comme que tu devrais la cuire, comme qu'une omelette devrait être cuite, comme qu'on sait tout comment cuire une omelette, right? Ouais. Mais là, tu sais pas vraiment comment cuire une omelette. Mais t'as dit right pareil. Mais là, t'es insécure. Ouais. Parce que est-ce que tu sais comment faire cuire une omelette? Ben non, là, je suis vraiment pas. Mais t'aimerais ça savoir comment faire cuire une omelette. Puis moi, j'ai passé dessus comme si c'était n'importe quoi puis t'étais censé le savoir. Ben oui, là, je me sens insultée. Non, mais tu te sens pas insulté, mais t'es comme, ok, peut-être que je sais pas tout ce qu'il fallait que je sache. Je suis pas assez expert des omelettes. Ensuite de ça, tu punks ça, tu tombes ça dans un pot préparé, tu mets un petit peu de crème sur dedans. Pah! La crème sur, elle sert à quoi? Elle sert à donner une petite texture de fun dans tes omelettes, puis à arrêter la cuisson. Parce que c'est froid. Comme ça. Température de ton omelette va être sacoche, tes omelettes vont être super bonnes, etc. Fait que là, en passant par-dessus l'espèce de petit processus de comment il faut que tu fasses cuire ton omelette, ben là, je viens de créer un écart de connaissances chez toi. Fait que tu sais, j'aurais pu dire ça dans les épices que je mettais dans ma crème sûre ou dans peu importe quel élément du processus que je viens de déterminer. Puis, en ça, tu dis, si jamais tu vas avoir un exemple,
étape par étape, détaillé, où ce que j'ai une vidéo, où ce que je montre chacun de ces plans-là, clique ici pour t'inscrire à la formation sur comment faire l'omelette parfaite. Quelque chose dans le genre. Puis là, tout le monde s'inscrit pour faire des omelettes parfaites. Ouais! Ouais. Puis, fait que je suis parti, t'es parti de quelque chose. C'était étonnamment un d'étape très en bon étape. exemple. Non, mais la cuisine, ça marche. Mais... Tout inventé, on the fly. Fait que j'aurais pu préparer mieux mes choses, mais. Non, mais c'était vraiment bon, là. Genre, improvisé, je suis très impressionnée, en fait. Puis je pense que l'affaire la plus importante dans ce que je viens de faire, c'est, tu sais, tantôt quand que je disais, faut que tu sois fâché. Ouais. Faut que tu sois émotif quand tu fais ton texte de vente. C'est ce que je viens de faire. J'étais pas comme. Je suis comme. Moi, Yo, man, tes omelettes! Non. What's up with that? Ouais. Non, c'est clair, parce que si t'es pas émotif, comment tu veux faire vivre des émotions à la personne qui te lit? Tu sais, c'est comme la base. Là. Exact. Ouais. Ça revient à ce qu'on disait dans la formation qu'on a fait tantôt Ouais, ensemble. absolument. Il y avait un exemple que tu disais, c'était ton truc, c'est le moins pis. Ouais. Ouais, pis. T'es en train d'écrire quelque chose, là, comme c'est important de bien chauffer ta poêle avant. Non, ta gueule. Moins pis. Make me care. Ouais. Make me sell Non, my c'est kids. Make me sell my kids. Pour l'omelette, pas sûr. Je pense que c'est un bon. Ouais. Ouais. La barre est quand même haute. Ouais, hein. les kids, l'omelette, je pense que c'est difficile. Un peu plus, mais peut-être découverte. Non, c'est pas... Non, mais non, totalement, je trouve ça... J'adore ton exemple de l'omelette, en fait, là, je suis comme... Je suis impressionnée que t'aies comme pondu ça. Mes omelettes sont pas bonnes. Ben oui, là, je suis pas capable de faire les bonnes omelettes. Je suis pas un pro. Ouais, moi, je suis vraiment pas genre d'omelette. J'ai binge-watché peut-être une vidéo une fois sur internet, puis ça donnait. Moi, c'est parce que je mets trop de fromage. Ouais! Ouais. Il y a toujours trop de fromage. Mais ça dépend aussi du type de fromage que tu prends, parce que t'as des fromages qui vont aider à la texture, puis il y en a d'autres qui vont complètement ruiner ton mix. Mais je pense que quand t'en mets trop, peu importe. Définitivement. Ouais, ça marche pas. Tu peux pas faire une omelette 60% fromage. Je te mets au défi de faire un segway avec ça. C'est clair qu'on est capable. Tu sais, ben, regarde, tu sais, tantôt je te disais que j'étais écœurée de voir des points d'exclamation. Tu sais, du fromage, c'est bon du fromage. Tu mets du fromage Oh my god, I like that. Tu mets du fromage sur quelque chose, man. C'est sûr que c'est meilleur. Je veux dire, t'as mis du fromage, man. Tu sais, Ouais. t'en mets partout du fromage. C'est hot du fromage, t'aimes ça du fromage. Mais si tu fais une omelette, tu mets 60% de fromage dans ton omelette, tu viens de scraper le fromage. Là, t'as passé le point. T'as passé le point Le trop point. de fromage. Tu l'apprécies plus, le fromage. T'es écœuré du fromage. Ça te donne mal au cœur. C'est terminé. Même chose avec les points d'exclamation. Même combat. Si t'atteins, mais c'est moins que 60%, par exemple. Parce que si 60% de tes points dans ton texte, c'est des points d'exclamation, je vais pleurer. Genre, je te dis, tu vas me l'envoyer puis je vais me mettre à pleurer. Ça va Ah être non. trop triste. Là. Ouais. Je vais être trop... je vais être choquée. Ouais. Je vais m'en remettre. Mais non, on peut faire un segway avec n'importe quoi. T'as raison. J'aime Mais ça, c'était quand même, tu t'en es bien sorti là. Parce qu'honnêtement, je savais pas comment faire un segway là-dessus. Ouais. J'aurais pas pu improviser quelque chose. En plus, c'est de trouver c'est quoi le concept derrière l'anecdote. Tu sais, là, le concept de l'anecdote de trop de fromage dans l'omelette, c'est t'as mis trop de quelque chose dans de quoi. Qu'est-ce que t'es tanné de voir dans des pages de vente? That's it. 5. Voilà. Puis là, t'es capable de faire ton segway. J'avoue. C'est un art. Mais c'est vraiment le fun. J'adore ça faire ça. Ouais. Tantôt, on parlait de Gene Schwartz, frame stacking. Ouais. Peut-être juste que tu. Avant que je reparte sur un autre brand qui dure une demi-heure. Peut-être juste me partager ce livre-là, by the way. On va donner un peu de contexte aux gens qui écoutent. Tu peux peut-être expliquer le livre un peu, puis c'est quoi que tu as retiré qui a été le plus wow de ce livre-là? Ouais, moi, d'abord, ce livre-là, il a été écrit, je pense, dans les années 60, je suis sûre, 66, je suis pas mal sûre. Les gens dans les commentaires pouvaient googler, genre, puis me dire si j'ai raison. Mais, fait que c'est vieux, hein, c'est un vieux livre. Il coûte cher, mais tu sais, nous autres, on est des copywriters, on a de l'argent sur les payer. Ben oui, voilà, exactement. Ouais. Totalement. On l'a certainement pas téléchargé d'un lien qui est offert aux membres de la tranchée. On n'aurait jamais fait ça. Non, vraiment pas. J'ai vraiment pas reçu non plus une lettre cease and desist pour enlever le lien sur mes serveurs. Ouais. Ça s'est pas passé. Non, c'est ça. C'est pas arrivé, on n'en parle pas, c'est tabou. Mais voilà. Ce livre-là qui s'appelle Breakthrough Advertising, qui est du génie, puis vraiment, là, genre, c'est vraiment bon, puis c'est impressionnant à quel point quelque chose... Ben, pour moi, les années 60, c'est vieux, là. Fait que c'est impressionnant que quelque chose d'aussi vieux est aussi bien vieilli, puis puisse être appliqué
aussi facilement à notre réalité d'aujourd'hui avec Internet. Puis moi, le truc que je retiens le plus de ce livre-là, puis qui a le plus eu une influence sur ma manière d'écrire, c'est définitivement ce dont on parle dans la formation, on en a pas mal parlé, le fameux Spectrum of Awareness. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le Spectrum of Awareness selon notre cher Eugène? Excusez, je m'excuse, mon cher monsieur Schwartz, mais c'est l'état de conscience, I guess, qu'on pourrait traduire ça, c'est à quel point ton prospect est conscient qu'il y a un problème, qu'il existe une solution, que ton produit existe, etc. Puis, c'est comme un axe. D'un côté, t'as les gens qui ont aucune idée qu'ils ont une problématique, qui sont même pas conscients que c'est un problème dans leur vie. Par exemple, ils ont des chandails pas en laine mérino, fait qu'ils suent tout le temps, mais ils pensent que tous les chandails sont de même, fait qu'ils sont même pas conscients que c'est grave puis que c'est problématique. Okay? Un exemple comme ça. T'as les gens au bout qui ont aucune idée qu'ils ont un problème, puis t'as les gens à l'autre bout que non seulement sont conscients qu'ils sont ton problème, en plus sont conscients qu'il y a une solution, puis sont conscients que ta solution c'est la meilleure, puis sont prêts à acheter. Puis souvent, tes prospects, ils se situent quelque part au milieu. Puis en fait, ils se situent quelque part sur le spectre, puis selon où ils se situent, tu vas t'adresser à eux de manière radicalement différente. Puis ça, c'est tellement important, puis c'est tellement précieux. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un est même pas conscient qu'il y a un problème, tu peux pas arriver puis vendre un chandail en laine mérino. On va dire click here. Oh. C'est ça. Il est pas prêt, man. Il sait même pas c'est quoi de la laine mérino. Genre, il sait même pas que ça va l'aider. Il sait même pas que ça se peut, qu'il y a un problème, que peu importe. Et si tu fais un article, tu dis, hey, t'as-tu remarqué que dans tes chandails, là, tu sues vraiment, pis ça gosse, pis tout ça, pis que, bon, tu commences en lui parlant de son problème, en lui faisant réaliser qu'il y a un problème. Après ça, tu vas peut-être pouvoir lui montrer qu'il y a une solution, un chandail en laine mérino, puis tu vas pouvoir y vendre ta solution. latranché.com/unbound mérino. Excuse-moi. Non, pas grave. Écoute, moi aussi, je commence à moucher un peu. On a pris des petits sinus marchés. Ouais. Ça marche peu? Semi. Semi. Correct. Moyen correct. Mais non, c'est ça. Fait que on peut prendre 45 secondes de pause aussi. Ah, c'est bien correct. Fait que tu sais, t'as des gens qui sont à cet extrême-là, puis que c'est ça. Puis t'as des gens, peut-être qu'ils sont conscients qu'ils ont un problème. Ils sont conscients que, je sais pas, moi, ils savent pas comment ça marche le marketing. Tu sais, ils ont un super produit, mais genre, ils sont vraiment poches en marketing. Puis ils sont conscients qu'ils sont poches en marketing. Mais là, ils regardent autour, puis ils sont comme, man, il y a comme 60 000 personnes qui veulent m'apprendre comment ça marche le marketing. Il y a genre plein de formations différentes sur plein de sujets différents. C'est quoi qui est le plus important? Ben, s'ils sont à ce stade-là, faut que tu leur montres que la tranchée, c'est la meilleure solution pour eux. Oui. Pour X raisons. Fait que tu vas avoir une façon différente de les aborder. Ouais. Fait que, pour moi, parce que les autres qui vendent des formations sur le marketing, c'est les membres de la tranchée. Ben ouais. Exactement. Non, mais c'est ça, tu sais, ce spectrum of awareness-là, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus précieux dans ce livre. Ça m'a vraiment... moi aussi, d'ailleurs, ça a été... Ça a marqué mon imaginaire, puis maintenant, j'y pense tout le temps. C'est-à-dire que quand je travaille avec un client ou quoi que ce soit, ben, c'est une des premières choses que j'aborde avec le client. Genre, tu penses qu'ils sont rendus où? Puis souvent, tu sais, comme on en parlait aussi dans la formation, t'as des gens qui sont un peu partout, tu sais. Fait qu'il faut que ton contenu soit fait en conséquence. Définitivement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... James, il est très, très... je sais pas comment dire ça, cartésien. Il classifie tous les types d'approches que tu peux aller chercher pour être capable de vendre un produit ou un service. Et un de ses points, c'est de dire que tu vas avoir un frame, c'est-à-dire un angle particulier sur lequel tu vas attaquer une problématique que les gens ont. Fait qu'un désir, une peur, une objection ou une anticipation que la personne a là. Fait que, OK, toi, tu veux perdre du poids. Pourquoi? Parce que tu veux te faire un chum, parce que tu veux te faire une blonde, parce que tu veux vivre plus longtemps, tu veux être plus en santé, parce que tu es essoufflé quand tu montes les marches puis tout le monde rit de toi. OK, fait que c'est quoi l'élément? Est-ce que c'est l'attirance physique? Est-ce que c'est la santé? Ou est-ce que c'est t'es embarrassé? Fait que là, tu as 3 frames différents sur lesquels tu peux aborder le sujet. Trouve le plus important et celui qui brûle le plus chez ton prospect. Commence avec ça. Mais ensuite de ça, tu peux weave in, tu peux essayer de mélanger tout ça avec les autres que tu as découvert à travers ta recherche et que tu vas renforcer à travers des témoignages où tu vas montrer la transformation qui a été vécue à travers ces frames-là, ces angles d'approche-là. Et à la fin, lorsque tu fais ta proposition de l'offre, ça c'est pas quelque chose qu'on a parlé dans la formation, fait que c'est quand même pertinent parce que c'est complémentaire, c'est que dans ton offre, avant de faire l'offre,
tu vas faire du frame stacking. C'est-à-dire que tous les angles d'approche que tu as élaborés dans ton texte, tu vas revenir dessus un par un. Ouais. C'est parce que si tu règles ton problème, non seulement c'est ça qui va arriver avec toi. Ouais. Toutes les filles vont triper sur toi, mais tu vas avoir un gros super tic. Tu vas monter les marches. Après ça, tu vas être capable de monter les marches, puis être essoufflé, puis le monde va arrêter de rire de toi, puis tu vas être ensemble. Fait que tu refais chacun de tes points que tu as fait, et ensuite de ça, là, tu vas aller faire ton Mais ça, offre. là, le framing, comme ça, c'est un concept dont on entend beaucoup parler quand on lit sur les discours politiques. Je sais pas si quelqu'un a un trip là-dessus. Moi, oui. Puis, il y a tellement d'aspects. Il y a beaucoup de gens qui ont analysé des discours qui ont marqué l'histoire, etc., etc. Puis, tu peux trouver beaucoup de contenu là-dessus si t'es geek un peu puis que tu te promènes sur Internet. C'est vraiment fun. Puis, il y a tellement d'éléments d'analyse de discours qui se traduisent bien vers le copywriting. Genre, c'est... Ouais, j'adore ça. Ouais, définitivement. Puis c'est encore beaucoup quelque chose qui est présent dans le landscape politique parce que on s'entend que de plus en plus, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de l'économie ou que ce soit au niveau du nationalisme qui est un peu comme populisme, etc. On est très très divisé ces temps-ci. Puis les gens ils ont une rhétorique très très puissante. Puis en même temps puissante et très simpliste aussi. Exactement. Parce que c'est ça qui fait sa force en fait. C'est la transition. On est en train de vivre une transition présentement entre les anciens médias vers les nouveaux médias. Entre le dominion, l'hégémonie du monde de la télévision vers le podcasting, vers qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement, vers le long form, à des longues discussions, des longues conversations, parce que tu s'en vas plus en profondeur sur un sujet. Puis là, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler un Justin Trudeau qui parle pendant 3 heures puis qui n'a pas sa rhétorique, ses bullet points. Parce que tu peux pas avoir des petits cartons que t'apprends par cœur quand tu parles pendant 3 heures. T'as plus le choix d'improviser. Exact. Ouais. Non, c'est clair. Ben, tu peux apprendre un set pendant 3 heures, là. Mais faut que tu aies du courage, puis moindrement la personne te sort de ton... T'es un bon intervieweur, mettons, qui est capable de te sortir un petit peu de ta cassette et... dans la merde. Moi, c'est ce que j'adorais du débat. Tu sais, je fais du débat universitaire de compétition, puis tu choisis pas ta position, by the way, c'est comme un peu tiré au sort, presque. Puis, fait que des fois, tu défends des affaires que t'es pas tout d'accord, mais c'est ça qui est le fun. Puis... tu sais pas d'avance ce que l'autre équipe va t'amener comme argument. Fait que tu développes une capacité à patiner très très vite. En même temps, je pense que... Ben, en tout cas, ça n'a pas rapport avec le copywriting, mais je pense que peu importe c'est quoi tes convictions, donc tu crois quelque chose, je pense que c'est excessivement important d'apprendre la meilleure position opposée possible. C'est quoi la meilleure version de l'argument? Même en copywriting, tu sais, on pourrait parler, mettons, de tes compétiteurs. Tu sais, mettons, moi, je te dis, l'affaire la plus importante qu'il faut que tu apprennes en premier, c'est le copywriting. Il y a plein d'autres mondes qui vont te vendre que non, c'est bien plus important d'apprendre telle affaire. Faut que je sois consciente de c'est quoi leurs arguments à eux. Pourquoi eux, ils disent que apprendre à gérer tes réseaux sociaux, c'est donc l'avenue du futur. Si je veux les contredire, il faut que je sache c'est quoi leurs arguments. Ouais. T'sais. Ouais. Puis si je veux me différencier. On est plus en 2008, by the way, là, comme... Je sais là, parce que là, les cours universitaires commencent à aborder les réseaux sociaux. Ils parlent de Facebook puis Twitter puis comme yo c'est fini. Non c'est ça, genre c'est déjà terminé. Le party est terminé là. C'est ça. Tu sais l'organique c'est pour ça que je capote sur LinkedIn, man, c'est parce que l'organique marche encore, je suis comme wow, plus habitué moi là. Puis là dans les cours de marketing ils parlent pas de pub là. Ben non. C'est la pub là, qui marche. Puis là, quand ils vont en parler, ça va coûter 4$ le lead, mais... Ouais, ça dépend de dans quelle industrie, là, mais puis qu'est-ce que t'offres, là, mais moi, mes livres coûtent plus cher qu'avant. Fois 10. Ben, quasiment tout le monde, ça augmente très, très rapidement, puis, tu sais, moindrement, tu te promènes dans des groupes Facebook de marketeurs ou States. T'sais, eux, leur marché se sature encore plus rapidement, puis tu vois que les coûts, ça monte. Puis, qu'est-ce qui va te différencier, puis qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir continuer à avoir des leads moins chers que tes compétiteurs? Du bon copywriting. Exact. Parce que quand les gens vont voir ta pub, ils vont faire genre, man, oui, je le veux. Fait que quand t'arrives pour vendre tes services de copywriting, tu peux dire, t'es-tu tanné des coûts publicitaires, coûts par lead qui arrêtent pas d'augmenter? Est-ce que t'as peur du futur, savoir est-ce que tu vas être encore profitable l'année prochaine? Non, c'est ça. Puis est-ce que t'es tanné tout le temps de faire refuser ta pub par Facebook parce que tu sais pas c'est quoi que t'as le droit de dire pis de pas dire dans tes arguments? Ce qu'on vient de donner, c'est 3 points qui sont super forts pour ouvrir une publicité ou un lead magnet ou n'importe quoi. Qui s'adresse à des gens qui font de la pub Facebook.
Exact. Ça, c'est viscéral, là, cette peur-là, cette anxiété-là, le fait que ça coûte plus cher, tu sais pas trop pourquoi est-ce que tes pubs se font refuser, c'est frustrant. Ah ouais. Puis ça, ces éléments-là, faut que tu trouves ça, peu importe c'est quoi ton industrie, que ce soit en fitness, en assurance, en immobilier, peu importe. Il y a ces pain points-là qui existent. Faut que tu trouves une façon de les trouver, de bien les comprendre. Et tu fais ça, bien sûr, en parlant directement avec des gens et d'utiliser leurs mots, leurs expressions, leurs frustrations comme ça, tu leur remets d'en face. Tu sais, quand je travaille avec des clients, là, je fais de plus en plus souvent ça. Je fais pas juste parler aux clients, tu sais, parce que je fais des consultations pour qu'on jase de sa cible, tout ça, etc. Mais je parle à leurs clients. Tu sais, je suis comme là, nomme-moi genre tes 5 meilleurs clients. Là. Puis envoie-moi là, je vais lui parler 20 minutes. Man. Puis il ressort tout le temps des perles de ces rencontres-là parce que les mots que nous on utilise, c'est pas les mots que nos clients utilisent, c'est différent. Ils vont avoir une vision différente. Puis des fois, je me rends compte que mon client, il est à côté de la plaque complètement, là, pis il parle pas du tout de ce qu'il me parle, finalement, pis de ce qui les préoccupe réellement. Fait que, ouais, c'est bien important d'être collé, en fait, sur tes clients quand tu vends des choses. Ouais. Ouais. Puis là, tu sais, c'est con, c'est vraiment con comme conseil. Mais c'est tellement vrai. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est le danger de ces conseils-là, c'est qu'ils sont super précieux, sont super importants, mais ils ont tellement l'air faciles que tu te dis « Ah! » Mais en même temps, ce qui se passe souvent, c'est que la raison pourquoi les gens ils vont pas prendre le temps d'écrire, pas d'écrire, mais qu'ils vont pas prendre le temps d'écrire ou d'appeler leurs clients, c'est qu'ils ont peur de se faire péter leur bulle. Ouais. Que cette personne-là leur dire non, t'as tort, ta business, c'est pas ce que tu penses. Ouais. Puis ton produit, c'est pas pour cette raison-là que j'ai acheté, c'est pour une autre raison, puis finalement, je suis déçu. Puis je le réachèterai pas. Ouais. C'est t'as un set d'expectations, puis à chaque fois que tu rentres en contact avec un client, ce client-là a le pouvoir de défaire tes attentes. Ça prend de l'humilité. C'est pour ça qu'on a peur de leur parler, puis c'est pour ça qu'on veut continuer à faire nos affaires avec des œillères, puis qu'on continue à développer sans nécessairement tout le temps utiliser la méthode Lean, sans faire constamment des petits pivots, sans aller chercher de la rétroaction, sans faire des cycles d'itération. Parce qu'on c'est un petit peu c'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on est insécure. Ouais, totalement. Parce que moi j'ai peur puis je suis insécure, ok. Tu qu'on fasse une petite ligne d'appel où tu parles de tes émotions puis les gens te rassurent. Mais pour le vrai, je pense que ça serait le fun. Prochain concept de podcast. Ouais, c'est ça. Ouais. On se parle au téléphone. On pourrait, mais ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. On pourrait mettre la face de la personne sur la TV. Puis on peut inviter les gens à joindre un Facebook Live. Ça serait quelque chose qu'on pourrait potentiellement faire. C'est fou. Fait que là, ils seraient là, on pourrait leur parler. Ouais. Puis les autres nous voient parce qu'ils nous voient. Ouais. Puis là, on répond à leurs questions. Ouais, mais on peut déjà répondre aux questions des gens. Donc, si jamais il y a des gens qui ont posé des questions, tous les gens sont quand même assez tranquilles sur les podcasts parce que c'est un podcast, c'est pas un format Q&A. Mais Mélodie, tu peux peut-être lever la tête au-dessus des écrans énormes. On fait un point qui nous indique qu'elle est fâchée. Ah! Encore? Eh oui, t'es encore fâchée. Tout le temps fâchée. Toujours fâchée, ça n'a pas de bon sens. Pas du bon. C'est incroyable. T'as mentionné tantôt que tu faisais de la consultation. Comment ça marche si on veut faire affaire avec toi? Ah, Seigneur, là, c'est difficile. Non, mais. Pas l'air facile ta vie? Non, mais depuis que j'ai lancé ma formation, tu sais, c'est sûr que je focus beaucoup plus là-dessus. Je te le cacherai pas. Puis je cherry-pick un peu mes clients. Ok. Ouais. Parce que. Tu sais, je te disais là en début de podcast, moi je suis paresseuse. Je suis pas paresseuse, mais j'aime ça pas trop travailler. Je suis ça être paresseuse. Alors, mais... Non, mais... Hey, la nouvelle génération, hein? Hey, les maudits milléniaux, man! À cause d'eux autres, personne n'achète de l'assouplisseur pis des diamants, ça a pas de bon sens. Non, mais Quoi? Non, mais t'as pas vu ça? Non, mais à cause, à toutes les semaines, ils sortent un article, genre les milléniaux ont tué telle affaire, tu sais. Ils en ont sorti un sur les milléniaux ont tué l'assouplisseur à tissu. Ça a l'air qu'on n'achète pas d'assouplisseur à tissu. T'en achètes pas? Pis que les compagnies d'assouplisseurs à tissu sont comme vraiment désespérées de vendre leurs produits aux milléniaux parce qu'ils s'en foutent. Ils mettent des balles dans leur sécheuse, je sais pas. Oui, les balles de laine. Ouais, mais ça, c'est pas la prochaine génération, c'est quoi? C'est les Z? Ouais. Les Z mettent des balles. Ouais. Moi, je mets des balles. Toi, tu mets des balles? Ouais. Ouais, je te jure. En tout cas, bref. Mais là, tu mets-tu des balles? Ah ouais, je mets des balles. Oh! Ah, c'est Mélo peut-être met ton des petit balles. côté boomer. Ah ouais. Non, mais là, de quoi je parlais, Seigneur? T'es Des balles? Des balles? Ben oui, des balles. Ok. Mais vas-y, là, achète-toi des balles de laine, ça va changer ta vie. Peux-tu me vendre ça, s'il te plaît? Je comprends pas.
ben, ça remplace un peu l'assouplisseur à tissu. Mais je sais même pas pourquoi je mets de l'assouplisseur. J'en mets par principe. Ben, c'est ça, mets-en pas, man. Mets des balles. Ça fait quoi? Ça sèche plus vite, ça empêche la statique, puis ça sèche plus vite parce que genre ça culbute le linge puis tout ça, puis ça laisse des espaces. T'sais. Puis ça sèche vraiment plus vite, genre legit. Puis tout est, c'est aussi souple que si t'avais mis de l'assouplisseur. Genre. C'est pas. Mais c'est pas souple d'habitude? Ben, ça a l'air que non, là, je sais pas. Les autres, en tout cas, quand ils vendent ça, c'est ça qu'ils disent. Là. Ok, puis les diamants, explique-moi les diamants, je comprends pas. Ah ben, ils disent que les milléniaux ont tué l'industrie du diamant parce que, tu sais, il y avait comme un article, ça avait vraiment... Je sais pas s'ils ont vu 50 Cent récemment, mais c'est un millénial. C'était comme Why don't millennials buy diamonds? Puis là, les gens, ils reprenaient ça sur Twitter, puis ils disaient je travaille au AW. Tu sais, c'était comme. Tu comprends? genre, je suis en train d'en payer mes prêts étudiants. Tu sais, c'était comme. Les gens étaient un peu découragés de l'article, mais bref. Ok. Fait que, ouais, les milléniaux, ça a la conçu toutes les industries. Ouais, mais on est une génération un petit peu particulière, j'ai l'impression. Ah, mais c'est ça qu'on parlait. Je disais que j'étais paresseuse. Oui, t'es paresseuse. À cause de tes ça. clients, ouais, c'est ça. Oui, on est en train de faire un pitch pour tes services. C'est ça. Retour au pitch. C'est ça. Non, mais en fait, je pense que je suis rendue à un point où si je veux faire du bon travail, j'ai besoin que mes clients soient hot et que j'ai envie de vendre leurs affaires. Donc, je cherry-pick mes clients. Mais mettons, tu voudrais-tu vendre des balles d'assouplisseur? Ben, ce sera un beau défi. Là. Parce qu'on a une cliente sur la tranchée qui vend des balles d'assouplisseur. Ah, je suis prête. Puis j'ai pas compris pourquoi, mais ça a l'air cool. Ah, Puis ben, là, cool, là, je pense que je vais y en acheter. Ça pogne, là, ça marche. Ouais? Ça fonctionne. C'est de plus en plus populaire. Là. Ma belle-mère est rendue avec ça, fait que c'est l'heure, là. T'es en retard. Ouais. Ok, fait que faut mettons, quelqu'un qui écoute ça à la maison, parce que là, il y a plein de compagnies là, qui vont écouter ça. Ben là, tu vas sur mon site, puis j'ai un formulaire de candidature, même si tu veux travailler avec moi. Mais là, mettons, là, c'est qui ton client idéal? Mon client idéal, là, il y a un gros pourquoi en arrière de ce qu'il vend. Genre, j'ai pas le goût. Mon client idéal, il y a un gros. 3 petits points. Non, mais en voulant dire, il tripe sur ce qu'il fait. Genre. Il tripe sur ce qu'il fait, là, puis quand il m'en parle, ça me donne le goût de le vendre. Puis quand j'écris sa page de vente, je m'auto-vends ce qu'il vend. Alors, ça arrive trop souvent, ça. Mais tu sais, là, faut que... Puis ça peut être n'importe quoi, c'est pas obligé d'être quelque chose qui me concerne personnellement puis que j'achèterais, mais j'aime ça travailler avec du monde, tu sais, qui triple, tu sais, là, qui capotent sur leur idée, qui back ce qu'ils sont en train de vendre à 100% puis que eux, c'est comme leur passion, là. Ça me fait juste vibrer plus, j'ai plus de plaisir. Puis des gens qui comprennent aussi c'est quoi la différence entre un copywriter puis un rédacteur, man. Parce que des gens qui m'écrivent là sur LinkedIn pour me dire « Salut, peux-tu m'écrire des articles de blog de 500 mots à 40$ de l'heure » puis qui ont l'impression qu'ils me font une fleur de m'offrir ça, ça arrive régulièrement. Parce que les rédacteurs, ils chargent pas assez cher, ils comprennent pas la valeur de ce qu'ils font, ils développent pas les skills qu'ils pourraient développer pour vendre leurs services plus cher, en fait, ce qui me fait beaucoup de peine. Mais voilà, fait que il y a beaucoup de gens qui pensent encore, surtout que les copywriters, il n'y en a pas des tonnes là, francophones. Fait qu'il y a beaucoup de gens que quand tu dis je fais de la rédaction, ils s'attendent à un petit budget, mettons. Puis c'est pas comme ça que ça marche. Là. Moi, ce que je te vends, c'est un texte qui peut avoir un effet radical sur tes ventes, là, quelque part. Là. Je veux dire, je fais des pages qui ont généré vraiment des gros revenus. Fait que ça a un prix, ça a une valeur. Puis tu me feras pas un brief avec un nombre de mots. C'est pas comme ça que ça marche. T'sais, si ça te prend 500 mots pour les vendre tes balles de sécheuse, on va faire 500 mots. Puis si ça en prend 2500, on en fera 2500. Mais ça a la même valeur, le travail qu'on a fait ensemble. Ouais. Fait que je veux des gens qui sont conscients de ça. OK. Ouais. Fait que t'es envoyé sur ton site. Mais tout ton lead magnet, 10 trucs. Sinon, man, allez chercher mes 10 trucs parce que ça, l'autre affaire, si t'es pas prêt, je pense. Ça, c'est peut-être mon autre critère de client idéal. Je veux qu'ils soient prêts à déléguer leur copywriting. Puis pour être prêt à déléguer ton copywriting, il faut que tu l'aies fait toi-même. C'est ça la réalité. Parce que c'est tellement important. Tu sais, j'y crois là, que c'est une compétence basique, vraiment importante en entrepreneuriat. Puis que si t'es chef d'entreprise ou peu importe, t'as besoin d'être persuasif. Fait que je veux dire, si tu maîtrises pas ça, délègue-le pas, man. Tu manques une occasion d'apprendre quelque chose que tu vas pouvoir utiliser tout le temps dans ta prochaine rencontre avec, je sais pas moi, des investisseurs ou whatever. Tu vas savoir comment faire pour capter leur attention. Ça va changer ton mindset, ta façon de t'adresser à eux. Tu vas essayer de te rendre intéressant. Ça va vraiment avoir un impact partout. Puis voilà, fait que si t'es pas encore bon là-dedans, si t'écris pas encore toi-même tes textes, délègue pas tout de suite, va-t'en dans mes 10 000 trucs, fais ma formation.
C'est de ça que t'as besoin. C'est vraiment de ça. Non seulement t'es disponible trucs, mais on a également une formation qu'on a enregistrée ensemble cet après-midi qui est disponible sur la tranchée. Elle n'est pas disponible présentement parce qu'on va faire le montage, mais les gens peuvent déjà se la procurer. Donc, elle est offerte au prix... caméra! Elle est offerte au prix de 50$ à partir d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller au latranchée.com/ c'est S0105 saison 1 épisode 5 ou / podcast, ça va être le dernier en haut. Vous pouvez vous abonner pour 35$ à la place de 50$, ce qui est vraiment pas cher dans le fond. C'est vraiment un bon deal. Puis si vous êtes membre de Tranchée, probablement que vous avez plein de crédits. Fait que dépenser vos crédits, ça donnera pas d'argent à Alex. Mais vous allez avoir du très très bon. Elle est comme ça. Non, mais c'est correct. Moi aussi, j'ai dépense mes crédits. Mais oui. Je vous comprends. Là. Faut faire ça. Ça fait partie de la vie. Mais fait que vous allez avoir accès à une super bonne formation sur le copywriting. Pour le vrai, c'est du super de bon contenu. Je suis vraiment content qu'on ait fait ça ensemble. On s'est donné, on s'est quand même beaucoup, très très donné. Moi, je me donne grippé, tout le temps dans tout ce que je fais, mais t'étais très très bien préparé. Merci. Ton PowerPoint était excellent. Le contenu, les exemples, tout était au point. Fait que je suis pas mal sûr que tous les gens qui ont acheté vont triper. On a déjà, je pense, une vingtaine d'étudiants qui attendent un peu le contenu. À matin, quand j'ai envoyé l'information. Puis tu sais, je suis super active sur la tranchée, fait que si les gens ont des questions, surtout, effectivement. Écrivez, là, je vais vous répondre. Ouais. Fait que... Je perds beaucoup trop de temps sur la tranchée encore. Ouais, mais c'est correct ça, continue même. C'est correct. C'est excellent. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je suis vite, je vais me refiler juste pour qu'on se fasse un. Je suis même pas encore j'ai non, je sais. Moi, c'est mon troisième. Tu l'aimes-tu, le couleur? Ouais, il est vraiment bon, mais c'est juste mon mal de gorge, je pense. Gros, fait que là. Je pense relax. Tu sais. Alright. Oh, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine, mercredi. Je sais pas encore. Ça va être qui? Je sais c'est qui en fait. J'ai un blanc de mémoire. C'est qui? Je pense que c'est Louis-Pierre Massier. Je pense. Je pense que c'est lui. Fait que, à la semaine prochaine tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye.